Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez. Aujourd'hui, il est question des enjeux numériques en histoire pour la recherche et l'enseignement. On en a parlé le 15 mai 2023 au cours d'une table ronde à l'Université de Toulouse. Le podcast accompagne le numéro 42 de la revue Les Cahiers de Framespa, alias Historia, Storia, que vous retrouvez sur le site openedition.org, un numéro consacré à ces rapports entre histoire et numérique, coordonné par Sébastien Poublan, qui a organisé cette rencontre et que je remercie très vivement. La prise de son a été réalisée par Cédric Perronnet à la Maison de l'Image et du Numérique de l'Université Toulouse Jean Jaurès. Presque 2 heures d'échange et une grande richesse sur ces questions plus actuelles que jamais, et pour lesquelles vous retrouvez en lien les textes cités, les références sur le site de Parole d'Histoire ou sur celui des Cahiers de Framespa, sans oublier le minutage de l'émission pour naviguer vers les thèmes qui vous intéressent. Merci et très bonne écoute. Nous parlons aujourd'hui des rapports entre histoire et numérique, qui est un sujet de plus en plus important, mais peut-être pas toujours pris assez au sérieux qu'il le faudrait par une partie de nos collègues, par une partie de la communauté historienne. Et pour le prendre au sérieux, Sébastien Poublan, Nicolas Marquet ont eu l'idée de réunir 6 personnes, même si je me compte dans cette table ronde, organisée donc à Toulouse. Je vais laisser la parole à Sébastien Poublan, qui est ingénieur de recherche à Framespa, et Nicolas Marquet, maître de conférence à l'Université de Toulouse, qui vont dire le sens de cette rencontre, et puis ensuite on va avoir un tour de table le plus large possible pour discuter de ces enjeux. Bonjour André, merci de cette présentation. Alors effectivement, ça fait plusieurs années qu'avec Nicolas, nous menons un séminaire Histoire et Humanité numérique. Et cette année, ce séminaire prend fin dans sa itération actuelle et on va le relancer à partir de l'an prochain, cette fois-ci en mélangeant des historiens d'un côté et des informaticiens de l'autre. Et pour clôturer ce séminaire, nous avons voulu faire un numéro spécial dans les Cahiers de Framespa, qui sera publié à l'été 2023. Et nous avons plusieurs entretiens dans ce numéro, dont l'un d'entre eux a trait à un fil rouge de ce séminaire, à savoir comment est-ce qu'on enseigne l'histoire à l'ère numérique, comment est-ce qu'on enseigne le numérique en histoire. Et l'idée de cet entretien, c'était justement de changer un petit peu de média et de créer, plutôt qu'un entretien écrit, un podcast grâce à toi et nous t'en remercions. L'idée, c'était que cet entretien soit l'occasion de faire un point d'étape sur l'évolution de l'informatique, puis du numérique dans l'enseignement de la discipline historique, et d'aborder un petit peu les différents cycles universitaires, les prérequis techniques, la dissociation entre les outils d'un côté et la méthode historienne de l'autre, revenir sur les ressentis disciplinaires ou interdisciplinaires, et puis aussi les débouchés professionnels des étudiants et des étudiantes que nous formons en histoire. Tout à fait d'accord. Et donc, je vous propose de directement laisser se présenter nos intervenants du jour, peut-être à commencer par Élodie. Bonjour, merci. Donc moi, je suis Élodie Guillon. Je travaille actuellement à l'Université de Toulouse. Je suis responsable d'une cellule d'innovation pédagogique. Et avant ça, en fait, j'étais chef de projet d'un projet formation et numérique appelé Deux Campus, Toulouse Hybrid Education Campus, qui visait à hybrider des formations sur le site toulousain et à Montpellier 3. Avec le sujet, j'ai également un rapport plutôt recherche, puisque je tiens une rubrique dans la revue Anabase, une revue d'histoire de l'Antiquité et de réception de cette histoire, qui s'appelle Antiquité numérique, où on s'intéresse justement aux projets qui mettent en place des outils des humanités numériques. Et puis, je suis également enseignante, pour une petite partie de mon temps, chargée de TD en licence d'histoire. Et c'est tout cet intérêt pour le numérique, que ce soit formation ou recherche avec l'histoire, qui m'amène aujourd'hui. Avec nous également aujourd'hui Caroline Muller. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Caroline Muller, je suis maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université Rennes 2. Et je travaille sur ces questions d'histoire et numérique depuis longtemps maintenant, une dizaine d'années. J'ai commencé à m'intéresser à ces sujets pendant ma thèse, puis quand j'ai été professeure agrégée à l'université de Reims, où là j'étais plutôt sur le volet pédagogie. J'ai été en charge d'un cours complet de licence de culture historienne, de culture numérique pour historiens et historiennes. Donc là j'ai développé un cycle complet destiné à former les étudiants et étudiantes présents aux enjeux spécifiques à la discipline historienne. Et c'est ça qui était un peu particulier par rapport à ce qui pouvait exister à l'époque, hors le cours d'outils informatiques à l'EHESS, dont Emilia Ruiz parlera sans doute tout à l'heure.
Et puis ensuite, j'ai élargi ces questionnements dans un projet de recherche cette fois, qui s'est d'abord intitulé « Le goût de l'archive à l'ère numérique », en référence à un livre d'Arlette Farge paru en 1989, « Le goût de l'archive », où on se questionnait avec Frédéric Claver sur les nouveaux rapports à l'archive nés justement de la diffusion de l'ordinateur et de différents outils dans nos métiers. Et aujourd'hui, ça s'appelle Culture historienne à l'ère numérique. Et on réfléchit, on continue cette enquête sur ce que l'informatisation du métier change dans nos questions, nos pratiques. Et c'est un projet qui est toujours en cours. Voilà. Je précise évidemment que les différents textes auxquels vous venez de faire allusion, les autres qu'on citera, qu'on sera amené à citer, on les trouvera en lien. C'est évidemment l'un des atouts, l'un des bienfaits du numérique, c'est de pouvoir très facilement donner accès aux textes que l'on mentionne. Et donc, il y aura aussi bien sur le site de Parole d'Histoire que j'imagine sur un site de Framespa ou en lien électronique dans la version papier, dans la version PDF, etc. On trouvera tous les moyens de diffuser ces textes. Et on termine avec Émilien Ruiz, 5e participant. Oui, bonjour. Moi, je suis professeur assistant à Sciences Po, après avoir été maître de conférence en histoire pendant quelques années à l'Université de Lille. Donc moi, mon lien avec le sujet, et c'est un peu comme Caroline, il naît d'abord de questions pédagogiques, en fait. J'ai commencé à m'intéresser à la question du rôle du numérique dans la formation des historiens, tout simplement comme moi j'étais en formation et que j'avais juste un tout petit peu d'avance par rapport aux étudiants que j'avais face à moi, puisque j'ai commencé à donner des cours à l'Université Paris 7 comme vacataire quand j'étais en master, puis à l'EHESS quand j'étais en doctorat. Et en fait, avec une collègue, Franziska Heimberger, qui était doctorante avec moi à l'époque, on était très régulièrement confrontés à des demandes d'étudiants qui voulaient savoir comment on faisait avec le tableur pour montrer les courbes qu'on leur montrait, comment on faisait avec les logiciels de bibliographie pour faire nos bibliographies facilement, etc. Et on a été amené comme ça, en fait, à décider de créer le cours que citait Caroline. C'est un cours qu'on avait appelé « Outils informatiques pour les historiens et historiennes ». On l'appellerait « Numérique pour historiens et historiennes » aujourd'hui, mais en fait, ça renvoyait à la même chose. Et au bout de quelques années, alors je ne me souviens plus l'année exacte de création, mais je crois que c'est 2009, on a décidé de valoriser ça avec un blog qui existe toujours, qui s'appelle La boîte à outils des historiens et des historiennes, qui visait avant tout au départ à avoir une sorte de diffusion de nos supports de cours. En fait, tout bêtement, on s'était dit, il n'y a pas de cours numériques dans les universités. À ce moment-là, il n'y en avait quasiment pas. On va mettre à disposition nos supports de cours et puis on va en profiter pour réfléchir un petit peu à ce que tout ça fait à nos activités. Et c'est dans un second temps qu'on a commencé à avoir une approche un peu plus réflexive et à se poser la question qu'est-ce que ces transformations numériques font de notre façon d'écrire l'histoire. Donc moi, ça a été avant tout, en fait, et encore aujourd'hui, c'est avant tout une approche pédagogique. Alors bien entendu, comme toutes les historiennes et les historiens, j'utilise le numérique dans mes travaux, donc dans mes projets de recherche aussi, de façon soit très légère, sans que ça puisse être quasiment apparent, comme tout le monde en fait, soit de façon beaucoup plus importante, en centrant sur des approches numériques quantitatives notamment, puisque c'est aussi via les approches quantitatives que je me suis intéressé aux questions numériques. Merci pour ce premier tour de table qui est intéressant parce qu'il dessine d'une certaine manière des profils, ceux qu'on surnomme parfois les geeks de service, c'est-à-dire des gens qui sont investis dans ces domaines, qui ont des compétences dans ces domaines et qui pour ces raisons-là sont à la fois des gens indispensables mais parfois pas toujours au centre des institutions d'enseignement parce que précisément on leur délègue souvent le numérique, on sera amené à revenir sur ces enjeux. Un des enjeux c'est comment on généralise, comment on fait qu'on sort de l'exception pour que ça devienne la règle, que ça devienne finalement quelque chose qui est facile à partager, aussi facile à partager que, je sais pas, critique interne, critique externe, voilà, qui sont les bases du métier. Alors, en vous écoutant tous les trois, et puis évidemment Nicolas et Sébastien aussi, une chose qui est revenue, c'est que on a parlé d'informatique et de numérique, et peut-être qu'on peut, à travers ce couple de termes, faire un petit peu l'histoire de ces transformations, parce que évidemment, c'est pas absolument nouveau. Dès les années 1960, 70, 80, il y a des textes programmatiques, il y a des efforts conséquents, il y a des budgets d'investissement dans beaucoup d'universités qui achètent de gros ordinateurs avec des salles pour les stocker, etc. Mais on a l'impression qu'au tournant des années 2010, il y a quelque chose qui change encore dans la façon dont l'outil informatique se diffuse, est utilisé et questionné, avec évidemment le web qui devient de plus en plus central. Est-ce que l'un ou l'une de vous voudrait
essayer de dessiner un petit peu les étapes de ces transformations. Hein. Voilà, en tout cas, pour ne pas négliger la toute première phase, hein, la phase des vrais pionniers, avant que le numérique soit un sujet de discussion sous ce terme-là. En fait, ça dépend d'où on parle en réalité. C'est-à-dire que si on parle en historien, on est historienne et historien pour la plupart d'entre nous là, effectivement, la phase des années 60-70, elle est parfois un peu oubliée, mais elle est essentielle. C'est une phase qui est pas pensée souvent comme une sorte de phase de pionnier, alors qu'ils sont, selon moi, c'est vraiment un moment très important, puisque c'est le moment du développement de l'informatisation. C'est pas le moment de la démocratisation de l'informatisation. Ça, c'est un élément essentiel. Dans les années 60-70, le PC, l'ordinateur personnel, il est inventé dans les années 70. Donc, il faut se dire que tout ce qui précède, c'est des technologies qui sont très, très, très coûteuses, qui, pour vous donner un exemple, en France, dans les années 70, je crois qu'il y a un endroit où il y a un grand ordinateur, c'est à l'ENS de Lyon, je crois, ou quelque chose, ou pas loin. Enfin, en gros, c'est là où tout le monde allait pour faire de la linguistique appliquée à l'histoire. C'était encore la mécanographie, en quelque sorte, version informatique. C'est des cartes perforées, etc. Donc, c'était des investissements lourds, des projets de recherche très collectifs, etc. Ça, on l'a un peu oublié. Ce qu'on a retenu quand même et qui est important, c'est que c'est un moment de développement, notamment de l'analyse statistique textuelle. Donc, en gros, les fondateurs, c'est des gens comme Antoine Pro, par exemple, qui ont vraiment développé un certain nombre de réflexions historiographiques qui, à mon avis, ont été essentielles pour ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais si on peut dire qu'il y a eu une autre étape, c'est parce qu'en fait, tout ça a un peu, non pas disparu, mais est devenu assez marginal dans l'historiographie au fil des années 80 et 90. Moi, mon interprétation, et je peux me tromper, hein, mais mon interprétation, c'est que c'est très lié à la dévalorisation en quelque sorte des approches quantitatives en histoire, des valorisations dont sont en partie responsables les approches quantitatives en histoire, hein. Mais le fait qu'on a commencé un petit peu à rejeter les aspects quanti font qu'on a de moins en moins parlé de ces questions-là, et en fait l'ère dite numérique, avec l'apparition dans les années 2000 d'un certain nombre de transformations qui ne sont plus des transformations uniquement informatiques, on ne parle plus uniquement de matériel, mais on parle de numérisation, l'information circule sous forme informatique, a rechangé la donne, parce que toute une partie de l'historiographie qui continuait à s'intéresser aux usages de l'informatique en histoire, souvent des médiévistes notamment, faisait du quanti sans faire de l'histoire économique, sans faire de l'histoire sociale forcément, et donc toutes ces approches-là ont été relues d'une façon un peu différente. Et en fait, ce qui a vraiment changé, c'est que c'est devenu un peu plus visible avec le mouvement des humanités numériques, en quelque sorte. C'est-à-dire que finalement, toutes ces approches qui existaient encore, mais qu'on pourrait qualifier de marginales, mais je n'emploie pas du tout le terme de façon dévalorisante, hein, mais disons c'était une petite partie des collègues qui travaillaient de cette façon-là, eh bien, le fait qu'un mouvement commence à se structurer autour de la notion d'humanité numérique, donc pour le dire de façon un peu rapide, en France, on peut dire que c'est le ZADCAN de Paris, c'est une non-conférence organisée en 2010 qui a abouti à l'écriture collective de quelque chose qui s'est appelé le Manifeste des humanités numériques, qui ensuite a donné lieu à beaucoup de rencontres. L'un des derniers avatars, c'est la création d'une revue qui s'appelle Humanité numérique, qui découle quasiment en direct de ces événements-là, a redonné une sorte de visibilité à ces approches informatique, disons, de l'histoire, sous un autre terme, parce que l'enjeu n'est plus seulement d'utiliser un ordinateur comme un instrument technique, mais de vraiment penser différemment, parce que ce qui a changé depuis le milieu des années 2010, c'est la nature même de nos sources, qui ne sont plus forcément des sources directement papier, et dont il faut réfléchir un petit peu à la façon dont on travaille avec elles. Pourquoi est-ce qu'on observe ce tournant autour des années 2010, au moment où il y a ce manifeste des humanités numériques, il y a des changements dans le rapport aux sources, la numérisation des sources, il y a des changements aussi dans l'équipement qui devient accessible pour les individus, il y a des changements aussi dans la mise en réseau Internet et la multiplication des sites institutionnels, des réseaux. Je pense par exemple, on a parlé des médiévistes, à Ménestrel, qui est ce site annuaire en quelque sorte, des ressources disponibles sur le net pour les médiévistes. Est-ce que, pour le dire
dire autrement, est-ce que dans les années 2010, c'est un saut quantitatif? Est-ce qu'on a de plus en plus de choses disponibles, aussi bien matériel que logiciel, que site, et du coup, ça permet qu'il y ait une masse critique qui fait qu'il y a un mouvement qui se constitue? Ou est-ce qu'il y a un changement de regard qui est porté sur ces éléments? Caroline Muller, je ne sais pas si vous voulez Oui. en dire un mot. Alors, oui, les années 2010 me paraissent être un moment un peu clé. À la fois parce que de plus en plus massivement, les historiens, les historiennes voient leur métier se numériser, notamment par l'accès à l'ordinateur personnel, mais aussi l'appareil photo très léger, compact qu'on peut emmener dans les centres de lecture des archives. On commence à avoir des campagnes photographiques qui sont faites dans les centres de conservation. Et en même temps, c'est le moment humanité numérique et c'est le moment où émerge aussi tout un questionnement sur ce que c'est que les humanités numériques par rapport aux pratiques massives du métier, avec une inquiétude sur le fait que peut-être le numérique, ce serait quelque chose de réservé aux ingénieurs ou que ça ne prendrait pas en compte les problèmes disciplinaires. Et on est les héritiers de cette situation-là, d'une forme de méfiance, en fait, de prudence vis-à-vis de ce qu'on a appelé les humanités numériques. Donc, c'est-à-dire qu'au moment même où ce champ-là se structurait, c'était le moment où d'autres qui n'étaient pas dans ce champ des humanités numériques commençaient à s'équiper et commençaient à avoir leur pratique de recherche très transformée, mais sans se reconnaître forcément dans des logiques d'équipement lourd ou de montée en compétences particulières autour de gros projets. Donc ça, c'est un petit peu ce qui se passe, à mon avis, dans les années 2010. Alors si on s'intéresse vraiment spécifiquement à ce qui s'est produit en histoire, c'est vrai qu'il y a un rapport aux documents qui est tout à fait transformé, parce que c'est le moment de mise en ligne massive de corpus numérisés aussi. Alors ça, maintenant, ça commence à faire une dizaine d'années que les choses sont numérisées, parfois même renumérisées, parce que les premières campagnes de numérisation ont été faites parfois avec des critères qui ne sont plus les nôtres aujourd'hui en termes de qualité. Donc c'est le moment où on a de plus en plus de corpus numérisés et mis en ligne, parce que ce n'est pas toujours la même chose, on peut numériser sans mettre en ligne. C'est le moment où explosent aussi des outils comme le mail. Ça paraît en fait aujourd'hui très prosaïque et on en souffre, je crois, collectivement de cette explosion du mail. Mais en fait, ça a beaucoup changé les pratiques de communication de la recherche. Ça a beaucoup changé la vitesse de circulation de l'information. Et puis, on pourrait aller encore plus loin, ne serait-ce que le développement du traitement de texte. Là aussi, ça n'a l'air de rien, mais en fait, un traitement de texte, c'est pas du tout la même chose que l'écriture papier. Ça implique de rentrer dans un dispositif tout à fait spécifique avec des contraintes qu'on n'identifie pas forcément. Donc, un traitement de voilà. texte des années 2020 n'est pas forcément le même qu'un traitement de texte des années 2000, pas du tout. des années 1990. Et oui. Donc en fait, c'est ce que Sébastien Poublin, dans un article, a appelé la numérisation du métier. Et ça, on peut effectivement la dater d'une quinzaine d'années, disons. On commence à voir, par exemple, des thèses qui sont faites quasiment exclusivement à partir d'archives photographiées dans les années 2010. Pour ajouter une chose dans les transformations, vu qu'on parle aussi de questions pédagogiques, c'est que ce qui a massivement changé aussi, c'est la naissance de tout un tas de plateformes et de portails auxquels, avant le milieu des années 2000, soit elles n'existaient pas, soit elles étaient à peine en embryon. C'est-à-dire que Revue.org, qui est devenu Open Edition, est né en 1999. Je crois qu'il y avait 3 revues dessus et pas de revue d'histoire. Au milieu des années 2000 et encore plus dans les années 2010, Cairn, Revue.org, les équivalents états-uniens comme JSTOR, etc., ont fait irruption en quelque sorte dans nos méthodes de travail et dans les méthodes de travail de nos étudiants. C'est aussi la décennie des ENT, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est devenu quasiment un passage obligatoire. Pas toujours dans le même sens, parce que l'ENT, par exemple, dans le secondaire, c'est pas tout à fait la même chose que l'ENT dans le supérieur, mais en gros, c'est toutes ces plateformes pédagogiques qui servent d'interface entre nous et les étudiants. Tout ça s'est développé dans ces années-là. Pour se faire quand même une idée, on n'est pas très vieux. Moi, j'ai fait une maîtrise entre 2003 et 2005. À l'époque, les revues, il fallait aller les dépouiller à la BNF si on voulait une collection complète. Aujourd'hui, on peut consulter
retrouver toutes les annales, toute la revue 20e siècle, toute la revue historique en ligne. Ça a aussi changé quelque chose, non seulement à nos métiers à nous, mais au travail de nos étudiants et à la façon dont on les fait travailler. Et ça, c'est allé très vite parce que pour comparer avec l'expérience d'Emilien, moi je commence ma thèse en 2012. J'ai le souvenir seulement de quelques textes d'avoir eu besoin d'aller vraiment en bibliothèque pour les voir. Sinon, en l'espace de 6-7 ans, le paysage documentaire avait été complètement bouleversé en fait. Moi, je compléterai avec, mais ça va exactement dans le même sens, avec les objets pour l'Antiquité. C'est aussi la numérisation des collections des musées, et donc un accès complètement différent à l'objet, un accès qu'on peut avoir à distance via Internet. Il y a ça, il y a le changement aussi de rapport à l'espace, c'est-à-dire qu'on passe du rapport archéologique du site au système de site. C'est des choses qu'on trouve déjà il y a très longtemps en géographie, qu'on trouve aussi en préhistoire, et qui en fait gagnent peu à peu les études sur l'Antiquité, et qui vont aussi changer la donne, parce qu'avec des corpus toujours plus importants, finalement il faut des outils capables de les traiter, et donc on va aussi s'interroger sur l'aide du numérique pour traiter ces corpus toujours plus importants. Et en parallèle, évidemment, ça a été dit en filigrane, mais il y a la naissance et la montée en puissance de Gallica, qui vient de fêter ses 25 ans. On a fait une émission avec sa chef actuelle, qui retraçait aussi les différentes étapes de sa construction. Ce qui est assez intéressant dans tout ça, c'est qu'on se rend compte que c'est des périodes, les années 2000-2010, où il y a des investissements massifs, il y a des transformations de l'environnement technologique gigantesques, mais pas forcément du point de vue du métier, des transformations, de la manière de penser, de la manière de faire. C'est comme si beaucoup de ces transformations s'étaient faites en dehors du milieu professionnel, ou soit en dehors, soit disons un peu à la marge du milieu professionnel, mais que les historiens et les historiennes n'avaient pas toujours été en situation de décider, d'encadrer, de diriger, et que finalement ça avait été reçu de manière très inégale dans le métier. On a l'impression qu'il y a beaucoup de transformations extérieures. Il y a des gens qui se les sont appropriés, et puis des gens qui sont peut-être restés un peu plus avec. Alors comment on explique finalement ce décalage, qu'on est plusieurs à percevoir dans la réception du numérique dans le métier? Il y a sans doute des explications générationnelles, sans doute pas que ça. Est-ce qu'on a un peu une idée de ce qui explique que le métier n'a pas engagé une transformation complète de ses pratiques comme c'est... et d'ailleurs, on pourrait poser la question, est-ce qu'il y a des métiers de la recherche qui sont plus transformés que l'histoire? Moi, je ferais l'hypothèse qu'il y en a dans certaines sciences dites dures, que le tournant numérique a été sans doute pris de manière beaucoup plus intense, mettons, par les physiciens que par les historiens et les historiennes. Comment situer cette, non pas réticence, mais disons, cette extériorité peut-être, une partie de la profession? Alors moi, je dirais pas non pas réticence, mais extériorité, je dirais réticence et extériorité. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que moi, j'interprète les réticences dans la continuité des réticences face à l'histoire quantitative. Bon, j'ai un tropisme là-dessus, mais... Moi, je pense qu'il y a une espèce de... Je vais faire une anecdote toute bête. Je donne un cours qui devait s'appeler le tableur en histoire ou quelque chose comme ça pour des deuxièmes années à l'université Paris 7. Les étudiants, quand ils arrivaient dans ce cours-là, c'est un cours que moi-même j'avais suivi quand j'étais étudiant et mes camarades pensaient pareil. J'ai pas fait de l'histoire pour faire de l'informatique ou j'ai pas fait de l'histoire pour faire des maths. Et en l'occurrence, cette réaction de certains étudiants, et pour ne pas dire la majorité, c'est la réaction de beaucoup de collègues aussi. C'est-à-dire que l'irruption d'un certain nombre de ces outils, quand on a commencé à dire qu'il faudrait peut-être se former à l'utilisation de tel et tel type de plateforme, de tel type de source, réfléchir à ce que ça change à nos méthodes, pour pouvoir mieux former les étudiants, il y a eu une réaction d'une partie de la profession qui a dit non, notre métier c'est toujours le même, rien n'a changé. Et donc je pense qu'il y a eu des réticences de ce point de vue-là qui ont pu être prises par toutes ces transformations et ces structurations, notamment de groupes autour de la notion soit d'humanité numérique, soit de retour de quantitatif, etc., comme, parfois un peu comme une sorte d'agression par rapport aux pratiques habituelles du métier. Mais en même temps, il y a l'extériorité et ça explique une partie des réticences. C'est-à-dire que beaucoup de ces projets ont été portés par des institutions ou par des disciplines extérieures à l'histoire. Je prendrai qu'un seul exemple parce que je trouve qu'il est très parlant, c'est la question de la numérisation des archives dans ses premières étapes. Il y a un article de Yann Potin dans la revue d'histoire moderne et contemporaine qui a été publié dans un numéro spécial sur le numérique en 2011 ou 2012, où, alors je ne me souviens plus du contenu exact de l'article, mais à table ronde,
à laquelle il participait, d'où est basé l'article, il rappelait bien qu'il fallait bien penser une chose, c'est que les numérisations des archives n'ont pas été pensées pour les historiens et les historiennes. Elles ont été pensées pour des besoins de conservation, pour en fait tout simplement éviter de continuer à communiquer les documents papier à des généalogistes qui venaient en nombre dans les services d'archives départementales. Et donc il y a eu en fait aussi du coup une approche de ces transformations-là comme c'est pas pensé pour nous, donc on ne va pas forcément s'en occuper. Alors je ne dis pas que c'était pensé comme ça, je le réinterprète un peu comme ça parce que je pense qu'à ce moment-là, c'est presque naturel dans la tête de beaucoup de collègues. Ça ne nous concerne pas vraiment en fait, parce que nous on ne travaille pas sur ce type de documents-là, ils sont numérisés, c'est très bien, mais personne ne pense à numériser ce qui nous rendrait à nous service, donc on va passer à autre chose. Et il y a eu du coup un peu les deux, je pense. Alors moi, je pourrais dire qu'il faut discuter cette notion d'extériorité. Parce que le numérique, c'est un environnement dans lequel on évolue tous quotidiennement et depuis un moment maintenant. Et donc, certes, il y a une réticence, mais en fait, tout le monde s'est approprié d'une façon ou d'une autre l'ordinateur, le scanner, le moteur de recherche de Gallica. Enfin, dans l'ensemble, la profession s'est saisie, en tout cas, de ces outils quotidiens. Aujourd'hui, quand on va faire une campagne d'archives, souvent, on commence par aller regarder le site des archives départementales. On a ce genre de geste. Donc, extériorité, oui et non. Ça dépend de quoi on parle et de quel point de vue on se place. Après, je pense qu'il y a aussi un effet des représentations, et Emilia en parlait à l'instant, des représentations de ce que c'est que le métier d'historien ou d'historienne. Ça se voit très bien quand on en discute avec les étudiants, puisqu'il y a tout un questionnement autour de l'archive dans la définition de l'historien ou de l'historienne. Alors, est-ce qu'il faut aimer les vieux papiers ? Est-ce qu'il faut aimer la poussière, mettre les mains dedans ? Combien de temps il faut y passer pour devenir un historien, une historienne légitime ? Alors là, bien sûr, il y a toutes sortes de réponses à cette question, en fait. Il y a ceux qui estiment que c'est essentiel, d'autres qui estiment que c'est moins important. Mais tout ça pour dire qu'il y a eu aussi sans doute un effet de mise à distance de ces questions numériques parce que la profession, globalement, se pense quand même comme une profession très attachée à une documentation, à une forme de matérialité. Et donc, quand intervient cette question des corpus numérisés, de l'informatique, etc., on n'a pas l'impression que ça concerne notre cœur de métier. Donc il y a un décalage en fait entre la manière dont on pense qu'on fait et peut-être ce qu'on fait. Est-ce qu'il n'y a pas aussi finalement un malentendu, on s'en rend compte peut-être au cours de la discussion, à travers le mot englobant de numérique, finalement qui recouvre des choses extraordinairement différentes, puisque tout le monde fait forcément un petit peu de numérique. Voilà, vous l'avez dit Caroline, il y a évidemment des dimensions du métier qui depuis longtemps sont numériques, voilà, même des gens qu'on pourrait dire d'une génération plus ancienne, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de machines à écrire chez nos collègues, même émérites, on est passé à l'ordinateur. Donc c'est pas tellement le fait que le numérique en soi puisse être un obstacle, mais c'est plutôt le fait de penser le numérique comme une transformation globale du métier. C'est plutôt ça que je voulais dire, cette idée que voilà, le numérique, tout le monde s'en accommode dans son champ de recherche de spécialité parce que tout le monde a ses mails, sa base de données éventuellement sur laquelle il a travaillé, ses sites de référence, etc. Et en revanche, l'idée que l'ensemble de l'environnement numérique transforme en profondeur le métier, ça, c'est peut-être pas une idée, pour le coup, qui est entièrement admise. Alors, c'est une idée sur laquelle on n'est pas forcément d'accord. Pour certains, dont je fais partie, on pense que toutes ces petites pratiques, même très discrètes et peu visibles, transforment tout de même très profondément et reformulent ce que sont les bases du métier, la critique externe, la critique interne, la constitution d'un corpus, ce genre de choses. Mais pour d'autres positions estiment que finalement, on a tendance à trop accentuer le tournant numérique et que c'est une reformulation, mais sans transformation totale des bases du métier. Donc, il y a une discussion là-dessus. C'est un point là-dessus. sur lequel voilà, ce serait intéressant de vous faire discuter, Élodie, Emilien, à quel point le métier est différent voilà, depuis 15 ans, en raison de ces transformations. En tout cas, à quel point on peut concevoir le métier comme étant différent en raison de cet ensemble de transformations. Pour moi, en fait, moi je fais partie de ceux qui ne sont pas tout à fait convaincus par l'idée de révolution, mais à une précision près, tout a changé.
On ne fait plus du tout de l'histoire de la même façon, ça j'en suis bien d'accord. Là où moi j'aurais tendance à nuancer l'idée de révolution numérique, non seulement parce qu'on n'arrête pas de parler de numérique englobant, et je trouve qu'effectivement c'est important de bien dire que quand on dit le numérique, c'est parce que c'est plus simple pour nous de parler de toutes ces transformations, mais que c'est quand même pas tout à fait la même chose que d'avoir des activités qui changent parce qu'on a accès à des revues en ligne, et constituer un corpus de données nativement numériques pour les exploiter avec des outils statistiques avancés, etc. On parle de deux choses qui n'ont rien à voir et on dit c'est du numérique. Mais c'est pour simplifier. Et j'aurais tendance à dire que révolution est encore plus galvaudé. Donc révolution numérique, en fait, les fondements de la discipline, moi je suis convaincu par le fait que les fondements de la discipline n'ont pas changé. Mais en fait, c'est peut-être pas que je suis convaincu, c'est peut-être que je veux absolument que les fondements de la discipline ne changent pas, parce que je pense que c'est ce qui nous permet de mieux gérer, c'est ce qui nous permet de mieux gérer le tournant numérique. C'est-à-dire que, par exemple, critique interne, critique externe est tout à fait transposable à l'analyse de la documentation numérique. Le principal problème d'une partie de nos étudiants, de nos collègues, nous-mêmes parfois, je m'inclus dedans, c'est de parfois oublier de pousser par exemple la critique externe à son terme quand on est face à un document numérisé. Quand on va dans une salle d'archives, qu'on est confronté à des documents, moi il y a une très lointaine époque en maîtrise, j'ai travaillé sur la non-intervention en Espagne, j'allais au Quai d'Orsay, j'avais un document de 1935, je me disais ce document-là je l'ai sous la main, qu'est-ce qui fait que je l'ai sous la main ? Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas été détruit ? D'ailleurs c'est une copie, c'est pas une version originale puisque c'est une pelure, pourquoi c'est pas la version originale ? Voilà, on se posait toutes ces questions-là. Puis si on va sur un site web qui nous donne accès aux données du Quai d'Orsay, on va prendre la dépêche, on va dire « Ah super, j'ai le texte, il est disponible ». Je caricature un petit peu, mais en fait, c'est pas le fondement de la méthode historique qui pose problème là, c'est le fait qu'on l'applique pas. Et moi, je suis assez convaincu par le fait que tout a changé parce que, effectivement, les photos, Caroline parlait des photos tout à l'heure, on ne travaille plus du tout de la même façon dans un centre d'archives. D'ailleurs, les archivistes le voient bien. D'ailleurs, c'est très embêtant pour une partie des gens qui travaillent aux archives parce qu'avant, ils avaient du monde tout le temps. Et là, maintenant, on n'est plus très nombreux dans les salles d'archives parce qu'en fait, on va aux archives, on prend 10 000 photos en 3 jours et on rentre travailler chez nous. On est bien d'accord qu'on ne travaille plus du tout de la même façon. Pour autant, le fondement de notre métier, c'est la critique de la documentation pour essayer d'élaborer un récit vrai, etc. Je ne vais pas faire un cours d'historiographie, mais je pense que ça n'a pas changé et qu'il vaut mieux faire attention à ne pas trop penser que ça a changé parce que c'est ce qui donne ensuite naissance à des très grands projets faramineux, numériques, de numérisation totale d'une ville ou que sais-je, où il n'y a pas d'historien intégré et où en fait à la fin on a des résultats où bien sûr quand on parle avec les collègues et que pour eux les humanités numériques c'est ça, ils se sentent encore plus extérieurs à ce type d'approche. Ça a changé aussi sur la constitution même des corpus quand même, parce que nous, la numérisation, ça fait qu'on a accès à des choses qui étaient jusque-là extrêmement confidentielles, notamment dans l'épigraphie. Il y a des documents épigraphiques qui, sans le numérique, au fin fond de la Cappadoce, auraient été complètement inconnus. Donc, je suis d'accord sur le fait que ça peut changer la constitution des corpus, le regard qu'on a sur notre documentation, parce qu'on a accès à des choses auxquelles on n'aurait pas forcément eu accès, mais je suis plutôt d'accord avec Émilien sur le fait que ça ne change pas les fondements du métier. Ces fondements du métier, ça passe aussi par des formes de publication dont on pourrait interroger les changements ou pas, parce qu'il me semble que dans la profession, il y a toujours des ordres de grandeur symbolique qui sont attachés au livre, à l'article, mais à l'article passant dans une revue instituée d'abord comme revue papier, c'est-à-dire qu'avant d'avoir une version en ligne, les Annales ou la RHMC étaient des revues papier, et du coup, la force symbolique d'un article dans ces revues est plus grande que celle d'un billet de blog, est plus grande que celle d'une publication en ligne qui n'est pas passée dans ce cadre-là. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'inertie de nos modes de production et de nos modes d'écriture qui explique que le numérique, c'est très important de s'y atteler, c'est très important d'y réfléchir, d'y travailler, mais qu'au moment de finaliser les recherches, d'écrire, de diffuser, et du coup d'avoir les gains symboliques qui vont avec dans le métier, finalement on reste sur des choses, des modes d'écriture assez sages. Moi j'ai pas connaissance de beaucoup de projets, de thèses ou d'HDR nativement numériques et qui exploitent toutes les possibilités du format. Il y en a certainement, mais c'est pas la majorité. On est quand même sur des... est-ce que vous voyez pas que cette inertie des formats joue un rôle aussi dans le rapport de la profession à ces enjeux ?
Si, complètement. C'est un des vrais sujets de discussion, je pense, avec déjà un premier recul possible. Par exemple, si on regarde la façon dont étaient considérés les blogs, les carnets de recherche, il y a une dizaine d'années, moi j'ai souvenir que quand j'ai ouvert le mien, j'ai essuyé une salve de critiques sur le fait qu'on perdait notre temps, tout ceci n'était quand même pas de la bonne et vraie science historique en due forme, etc. Et en fait, ça été une expérience assez communément partagée parmi la petite communauté de gens qui écrivaient des blogs il y a une dizaine d'années. Après, André, vous parliez de la dimension symbolique, de la valeur symbolique d'un texte. En fait, je pense que quand on montre patte blanche, c'est-à-dire qu'on fait par ailleurs son article papier, son livre papier, bref, qu'on se plie à toutes ces règles-là, ensuite, ce qu'on peut écrire au format numérique apparaît comme, disons, la cerise sur le gâteau. Par contre, quand vous choisissez le format nativement numérique parce que vous voulez exploiter les possibilités d'une écriture en ligne, c'est ce qu'on a fait sur notre projet avec Frédéric Claver, là, le problème, c'est que vous risquez de ne pas être cité. On va considérer que finalement, c'est des textes qui n'ont pas un statut scientifique à tel point qu'on peut se permettre de les plagier. Et là, on arrive à un moment où on commence à visibiliser les questions comme ça. Plusieurs affaires sont sorties l'année dernière de carnets hypothèses qui font l'objet de plagiat de la part de personnes tout à fait installées dans l'académie et à qui l'on répond quand il y a objection. Oui, mais c'est un billet de blog, donc ce n'est pas de la science, c'est rien. Or, je crois autour de cette table, et par exemple, Emilien et Francisca ont fait un très gros travail autour de ces ressources de mise en ligne, de partage, etc. Bien sûr que c'est du travail, et donc bien sûr que ça a une valeur. Mais effectivement, on n'est pas du tout au stade où on peut considérer que l'écriture numérique a la même valeur. Après, je pense qu'il faut discuter à nouveau de ce qu'est numérique ou pas, parce qu'aujourd'hui, très très peu de revues refusent la mise en ligne. Donc on peut aussi commencer à réfléchir des pratiques d'écriture numériquées en intégrant plus de liens. Typiquement, moi, quand j'écris maintenant un article qui cite des documents d'archives disponibles en ligne, j'essaie dans la mesure du possible de donner le chemin via les liens pour que les personnes qui lisent l'article puissent rebondir et voir directement le document. Ce qui me conduit à la dernière chose que je voulais dire, c'est que ça implique de repenser aussi l'administration de la preuve, parce que jusqu'à présent, beaucoup de nos articles reposaient sur la possibilité, via la citation de la cote, d'aller retrouver l'archive dans un centre de conservation. Mais très peu, finalement, prenaient le TER pour aller jusqu'à Arcachon, aux archives, etc. Aujourd'hui, avec la possibilité de citer des corpus numérisés, finalement, ça conduit à rapprocher parfois les corpus de l'analyse. Et ça, je trouve que c'est une possibilité très riche. Oui, je suis tout à fait d'accord. Après, la question symbolique, elle est essentielle en fait, parce que la question, elle est très symbolique, mais elle n'est pas que symbolique. Alors, pour le dire autrement, le blog a été beaucoup décrié. Le blog, il y a eu un vrai engouement sur le blog en histoire pendant toute la période où il n'y avait pas d'institutionnalisation, pas d'injonction à en tenir, etc. Le carnet de recherche est devenu quasiment un passage obligé pour quasiment tout projet collectif financé. C'est des coquilles vides où il y a 3 présentations d'un projet et c'est terminé. Donc depuis que le blog est devenu quelque chose qui peut être valorisé autrement que de façon symbolique, en fait, il a perdu quasiment de son intérêt, parce que moi qui étais et qui suis toujours très favorable à l'utilisation du blog, c'est comme une couche supplémentaire dans nos processus d'écriture et non pas comme un remplacement. C'est-à-dire que le blog est l'outil qui nous permet de montrer la recherche en train de se faire. Ou de valoriser autrement des recherches déjà faites, mais de façon différente de ce qu'on pouvait faire par ailleurs, non pas pour le remplacer, mais pour s'y ajouter. Très rapidement, c'est devenu quelque chose... Enfin, très rapidement, j'exagère un peu, mais disons que dès que la plateforme Hypothèse, en fait, tout simplement, a pris son envol et que le nombre de blogs a commencé à exploser, on voit bien que finalement, il y a quelques anciens blogs, dont j'ai la chance d'en avoir un ou deux, qui sont encore beaucoup lus, parce qu'en fait, c'est des ressources, c'est devenu des sortes d'archives ressources, mais il y a énormément de blogs vides, et c'est-à-dire qu'on l'a
toujours pas mené à bien, mais on a bien un projet avec Sébastien d'analyse de ça de façon un peu plus approfondie. Les premiers comptages qu'on avait fait, on s'était rendu compte qu'il y avait une quantité de blogs existants mais sans contenu considérable. Et donc ça, c'est l'enjeu symbolique. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on gagne, à avoir un blog, on y gagne une ligne dans un appel à projet, dans un CV. En revanche, ce qu'on n'a pas réussi à, malgré tout, mettre sur la table, ou en tout cas à convaincre, non pas tout, on n'a pas réussi à convaincre la majorité de nos collègues, même si beaucoup sont convaincus, c'est ce que disait Caroline, c'est que si c'est de la science et que ça peut être cité. Et là, on revient à des questions pédagogiques. Pour moi, le blog, c'est un petit peu comme Wikipédia, c'est-à-dire qu'on a des collègues qui, par principe, considèrent que si c'est la forme blog, ou si c'est Wikipédia, il ne faut pas l'utiliser. Alors que pour en revenir à mon obsession que la critique historique est toujours la même, si on sait critiquer un texte, on sait critiquer un article scientifique, on sait critiquer Wikipédia, on sait critiquer un billet de blog, donc on peut tout citer à condition d'être prudent. Et je pense que c'est là qu'on a perdu, c'est dans cette dimension-là. Je pense que c'est difficile aujourd'hui d'arriver à convaincre que des formes alternatives de diffusion de la recherche sont des formes de qualité. C'est un petit peu comme si on avait des formes un peu de qualité secondaire, mais c'est pas grave, ça existe et c'est très bien pour les étudiants et les passionnés, mais que nous qui sommes des professionnels de la profession, eh bien nous on lit que les revues et les livres publiés en version papier et on n'exploitera pas le reste. Ça, je pense que il y a un blocage qui est assez difficile à dépasser. Alors, ce que disait Caroline sur la question du plagiat, moi j'irais même plus loin, c'est-à-dire que moi je suis convaincu de la nécessité du libre accès. Quand j'ai soutenu ma thèse en 2013, peut-être, je sais plus, c'était peut-être une semaine après la soutenance, la thèse était en ligne. Je sais que j'ai été en partie plagié, je sais que des collègues qui l'ont lu l'ont pas cité, et je sais que quand j'en ai discuté avec des spécialistes qui m'ont dit « Oui, mais le livre n'existe pas, tant qu'il n'existe pas, la thèse n'existe pas ». Et ça, on voit bien que... Et pourtant, elle a été énormément téléchargée, lue. J'ai plein de collègues qui m'ont contacté après l'avoir lue pour des conseils d'archives ou de méthodos, etc. Et on voit bien que là, il y a effectivement une limite. Et je ne sais pas si la limite, c'est parce que c'est numérique ou si c'est juste que, comme c'est facile à trouver, en fait, on n'a pas de précautions à prendre, c'est facile, donc c'est disponible et on fait un peu ce qu'on veut. Alors qu'avant, on était habitué à ce que lire une thèse, il fallait aller dans l'université de soutenance pour aller trouver l'endroit où la thèse était déposée pour pouvoir la lire. Et donc là, on la citait parce qu'on avait fait un effort important. Alors tout ça renvoie au fait qu'il n'y a pas pour l'instant, me semble-t-il, de consensus complet dans la profession autour de toute une série d'enjeux. Les enjeux aussi bien symboliques, de diffusion, mais aussi les enjeux pédagogiques. Vous en avez fait l'expérience plusieurs autour de cette table, puisque vous avez monté des cours, fait des propositions pédagogiques, sans que ce soit, encore une fois, il me semble, aujourd'hui un passage obligé pour tous les L1 d'histoire. Voilà, les questions liées à l'informatique ne sont pas présentées systématiquement partout, alors que certainement à penser que ça devrait être évident. Émilien, avec Francis Kallenberger, vous avez notamment proposé un socle qui, il y a quelques années déjà, devrait être... vous avez proposé le fait que ce serait nécessaire que ce socle soit un point d'accord et un point d'entrée dans la discipline. Est-ce que vous pouvez peut-être rappeler de quoi il s'agit et puis on discutera ensuite ensemble de comment faire en sorte que ça puisse se concrétiser. Oui, alors en fait, c'est après plusieurs années d'enseignement en commun avec Francisca à l'EHESS et dans divers autres endroits comme vacataires, non titulaires, etc., on a commencé à réfléchir à ce qui avait changé. Donc en fait, l'un des points de départ, c'est qu'on nous a demandé d'y réfléchir pour la revue d'histoire moderne et contemporaine. On nous a demandé de réfléchir, vu qu'on faisait un cours depuis quelques années, à ce que le numérique changeait aux pratiques des historiennes et des historiens. Et en fait, on a réfléchi. Alors l'idée était aussi de proposer à nos organismes de tutelle, de nous pérenniser. Donc l'idée était aussi de montrer que tous ces cours étaient utiles et importants. Et donc on s'était dit quelles sont les principales dimensions du métier d'historien et d'historienne qu'on peut retrouver par ailleurs dans d'autres SHS, parce qu'on voulait que ça puisse être un peu large. On s'est dit il y a la question de la recherche et de la veille documentaire,
premier point. Il y a la question de la gestion et de l'exploitation des données, données devant être entendues non pas que comme des chiffres, mais vraiment toutes les informations une fois qu'on les a mises dans notre ordinateur, et l'écriture et la diffusion de la recherche. Et en gros, on avait expliqué que ces 3 pôles constituait une sorte de socle sur lequel il fallait que les étudiants soient formés, et en particulier les étudiants en histoire, en considérant qu'il n'était pas possible que sur ces 3 aspects-là, les étudiants en sortant de master, pour le dire vite, ne soient pas formés à un minimum de pratique, et notamment, par exemple, de savoir faire une veille documentaire, une veille informationnelle en ligne, savoir utiliser des outils d'écriture qui ne soient pas que le traitement de texte, savoir mobiliser des outils de gestion de données, bibliographiques, quantitatives, etc. Et en fait, ce socle, on l'a conçu en 2011-2012, et notre idée était de dire, voilà, discutons un petit peu de ça. On avait mis ça un peu sur la table, quelques collègues s'en sont saisis, notamment Caroline, mais l'idée était vraiment de dire, on a en fait besoin de fixer un certain nombre de critères qui permettront de faire en sorte que tout le monde soit formé, en fait. Et que tout le monde soit formé, et du coup, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas complètement, en tout cas que c'est pas complètement admis? Alors il y a plusieurs choses. Si on devait dresser, alors c'est 2011-2012, on est un peu plus de 10 ans plus tard, il y a quand même quelque chose qui a radicalement changé, mais c'est très récent. Je daterais ça des 3-4 dernières années. À l'époque où on réfléchissait, il y avait quasiment aucune université qui avait des cours obligatoires de formation à certaines pratiques et à certaines démarches liées à l'informatique ou au numérique. C'était assez rare, et quand ça existait, c'était souvent plutôt des options. Aujourd'hui, quasiment toutes les maquettes de formation des étudiants en histoire dans le supérieur ont une dimension outils numériques, etc. Et justement, en fait, si notre proposition, on peut dire qu'elle n'a pas tout à fait marché, c'est parce que les maquettes ont créé des cours spécifiquement en numérique. C'est-à-dire que notre approche, la façon dont on pensait les choses avec Francisca, c'était l'idée de dire qu'en fait, c'était à intégrer à nos pratiques pédagogiques dans leur ensemble. C'est-à-dire que nous, on avait conçu des formations à part parce que ça n'existait pas, parce qu'il fallait bien le faire. Pour le dire très vite, en gros, on avait des étudiants, on avait des cours de méthodo, des étudiants qui nous demandaient des cours sur des objets numériques. C'était pas inclus dans notre programme. On faisait un cours en plus, on les recevait entre 2 portes et on bricolait quelque chose. 10 ans plus tard, finalement, ça s'est institutionnalisé. C'est-à-dire qu'on a le cours d'outils numériques, le cours de cartographie, le cours de blogging. J'en ai fait un, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais on peut intégrer ça. Pour moi, si je pense que ça veut dire qu'on n'a pas totalement réussi, c'est parce que du coup, c'est des cours qui sont pensés à part. Quand ils sont réalisés par des chercheuses et des chercheurs qui incluent leurs cours sur des outils à leur réflexion historiographique, ça peut être très utile. Mais en avoir fait des cours à part fait qu'on peut aussi demander à n'importe qui ne serait pas historien ou historienne de faire un cours de cartographie. C'est pas inintéressant, mais ça déconnecte complètement les questions numériques de nos questions quotidiennes, des pratiques des étudiants, des pratiques des chercheurs, alors qu'il me semble que le meilleur moyen de faire en sorte que tout cela se normalise un peu, le fait qu'on avait fait une interview avec Claire Lemercier à peu près à l'époque du socle commun, historienne, spécialiste des méthodes quantitatives entre autres, qui disait que le vrai défi c'était de faire en sorte que tout le monde s'approprie suffisamment ces outils pour qu'on dise on fait de l'histoire, et que ça veut dire qu'on utilise le numérique. Et là on en est encore très loin en fait. Tout le monde en fait utilise le numérique pour faire de l'histoire, mais on n'a pas intégré la nécessité de former les étudiants à ces outils-là en lien direct avec nos pratiques historiographiques par ailleurs. C'est-à-dire, je fais un cours, je suis spécialiste de la fonction publique, je fais un cours de la fonction publique, comment je pourrais intégrer un petit peu de dimension de critique. C'est tout bête, hein, aujourd'hui, les informations statistiques circulent très facilement sur les réseaux sociaux. Comment expliquer à un étudiant que sur le nombre des fonctionnaires, il faut avoir une approche un peu critique des tweets. Les historiens sont bien placés pour faire ça. Ça, on n'a pas réussi à le faire. J'ai le sentiment qu'on n'a pas réussi à le faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut être que pessimiste, parce qu'il y a plus de cours, il y a des choses qui existent. Mais effectivement, on n'y arrive pas. Et ça, je pense, pour finir là-dessus, c'est que pour moi, c'est un problème de rapport à la méthodologie. L'enseignement de la méthodologie en histoire, je ne sais pas si, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est pareil dans toutes les disciplines, mais en tout cas en histoire, est souvent considéré comme quelque chose de moins noble.
si on est chargé des ateliers méthodologiques, si on est chargé des TD, si on est chargé de ce genre de choses-là, c'est un petit peu comme si on était obligé d'y aller. Moi, je me souviens d'une réunion de service où un collègue vraiment bien intentionné, à un moment donné, a dit « Vous n'allez pas juste refiler que des ateliers méthodologiques à Emilien ». Et alors, il n'avait pas tort, hein, mais je voulais aussi faire d'autres choses, mais j'étais très content de les faire. Je ne l'avais pas du tout pris comme quelque chose qui était un problème. Et je pense qu'on a un rapport à la formation aux questions méthodologiques qui explique la situation du numérique, mais en fait, ça vient d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on formé à l'écriture, formé à tous ces enjeux-là, est souvent considéré à l'université comme quelque chose qui ne devrait pas relever de nos activités, et je pense qu'on a tort. Du côté des étudiantes et des étudiants, est-ce que vous constatez, notamment Caroline Muller, parce que vous avez écrit sur ces enjeux, à la fois des demandes vis-à-vis du numérique, mais en même temps des acquis possibles, parce que c'est déjà cette génération qui utilise beaucoup l'ordinateur, mais en même temps, il ne faut pas avoir l'illusion que parce que les ordinateurs sont présents dans leur vie depuis leur plus jeune âge, il y aurait des maîtrises des outils, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a souvent un manque abyssal de maîtrise ou de culture du numérique et de l'outil informatique de manière plus générale. Donc comment, lorsque vous proposez ces cours, par exemple, à des L2 ou des L3, ils en sont où par rapport au numérique? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans leur horizon d'attente? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont l'impression de connaître? Ou est-ce qu'ils découvrent des choses totalement insoupçonnées? Si on passe de l'autre côté du miroir, non plus du côté du pédagogue, mais du côté des étudiantes, des étudiants, comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs choses à distinguer. D'abord, quand les étudiants de L2 ou de L3 sont dans une formation en histoire, ils veulent faire ce qu'ils imaginent être de l'histoire. Et donc, comme tout à l'heure on en parlait, pas des statistiques ou de l'informatique. Donc, quand on a un cours de culture numérique pour historiens ou historiennes, il faut d'abord déminer le terrain en faisant comprendre qu'on fait d'abord de l'histoire en contexte numérique. Et ça, c'est pas du tout évident, parce que ça implique de travailler à ce que c'est qu'une recherche en histoire. Faut pas oublier qu'en licence, ils commencent tout juste à imaginer, à comprendre comment on produit le savoir historique. Donc ça implique déjà de déminer ce terrain-là. Du point de vue de leur pratique, un des principaux obstacles, c'est un manque de culture numérique générale. Parce qu'ils ont le réflexe web. Par exemple, pour toute la documentation, maintenant, je trouve que c'est de plus en plus difficile au fil des années de les inciter à aller à la bibliothèque pour diverses raisons évidentes. Ils ont le réflexe web et ils ont le réflexe web sans être outillés et équipés pour trouver ce dont ils ont besoin. Donc ça implique tout un accompagnement dans la manière dont ils vont chercher de la documentation. Et là, c'est très intéressant parce que derrière ce côté méthodologie dont on parlait à l'instant, accompagner les étudiants dans la recherche de la documentation, ça peut donner lieu à des exercices très intéressants de compréhension de ce que c'est que le savoir historique. Très simplement, leur faire la distinction pendant qu'ils cherchent des documents en ligne entre une recension, un billet de blog, un article, une monographie, un manuel, ça permet en fait, vous voyez, discrètement, alors qu'on est en train de faire des choses qui ont trait au numérique, de réfléchir sur la nature du savoir. Donc, si vous voulez, ils ont des pratiques de recours au web quasi systématiques, mais ils ne sont pas particulièrement montés en compétences techniques, et surtout, le paysage dans lequel ils évoluent quand ils sont dans une formation en histoire, le paysage informationnel, il faut s'y former, parce que finalement, qu'est-ce que c'est que Cairn? Qu'est-ce que c'est qu'Open Edition? Ne serait-ce qu'expliquer le fonctionnement d'un éditeur scientifique, ça a l'air de rien, mais ça permet d'expliquer toute la chaîne de production et d'écriture d'un texte d'histoire. Mais il faut passer au-delà des problèmes initiaux, être capable de distinguer entre un moteur de recherche généraliste, un moteur de recherche spécialisé. Mais ça, encore une fois, on n'est pas obligé de le faire sur un mode déconnecté de la pratique historienne quotidienne, en fait. Alors ça renvoie aussi à des questions sans doute plus larges sur le système éducatif, c'est-à-dire que tout ce que vous expliquez sur le fait d'apprendre à évoluer dans un environnement numérique, à y faire des recherches d'une manière satisfaisante, en fait c'est ce qu'enseignent aussi nos collègues documentalistes au collège, au lycée, souvent très bien, mais souvent aussi de manière un peu disparate d'une année à l'autre, c'est-à-dire qu'on va avoir en quatrième quelqu'un qui aura parfaitement fait ça, puis l'année suivante
suivante, ça aura moins bien marché ou ce ne sera pas ancré pour différentes raisons, ce qui fait qu'on arrive même tard dans la scolarité et dans les études universitaires avec des gens qui ont des niveaux tout à fait disparates et pas du tout homogènes dans leur rapport à ça. Et ça, c'est quelque chose qui me frappe de manière générale dans le rapport à ces enjeux, c'est le caractère très finalement diffus, fragmentaire, comme si on manquait, c'est pour ça que l'idée d'un socle est intéressante, comme si on manquait de quelque chose d'un peu commun, solide. Il y a plein d'initiatives intéressantes et de gens qui enseignent très bien ces choses-là, mais un peu chacun dans leur coin. Et l'idée que tout le monde va arriver à avoir globalement les mêmes compétences, le même vocabulaire et le même rapport à ces enjeux, c'est plus compliqué d'y arriver sans doute. Émilien, vous vouliez ajouter quelque chose, je crois. Oui, alors la question des inégalités face à ces compétences informationnelles, elle est liée bien sûr aux formations initiales. Elle est liée aussi à un autre enjeu qui est l'enjeu du rapport au matériel informatique. Tout le monde n'a pas d'ordinateur, c'est le genre de choses dont on parle en table ronde. L'un des enjeux, par exemple, que moi j'essaye de rappeler aux étudiants quand je fais des cours d'histoire des transformations numériques, c'est qu'aujourd'hui, je crois que les dernières données dont on dispose pour 2020, c'est qu'en France, il y a 84 ou 85% d'utilisateurs d'Internet dans la population. Alors, quand on compare avec ce que c'était il y a 10 ans, on dit oui, la croissance est énorme, sauf que ça veut dire qu'il y a 15% de personnes en France qui n'ont pas accès à Internet. En tout cas, pas accès à un abonnement personnel à Internet. C'est un enjeu fondamental qui dépasse largement nos formations. C'est toute la question de la dématérialisation des services publics, des inégalités d'accès, etc. Mais en fait, c'est pareil pour la formation. C'est-à-dire qu'on oublie parfois que quand on fait un cours, moi, je me souviens de cours il y a quelques années où je faisais un cours de méthode quantitative en histoire et où les étudiants entrant dans la salle, et sur les 40 étudiants, 2 ou 3 ne savaient pas comment on allumait un ordinateur. Alors on peut avoir une réaction réactionnaire et dire ils ne comprennent rien, ils sont bêtes, ils ne sont pas formés. Ou alors on peut se dire il y a quand même quelqu'un qui arrive à l'âge de 18-19 ans et en fait n'a pas été confronté à un ordinateur tout simplement. Et ça c'est un enjeu qu'il ne faut pas oublier. Alors certes c'est 15% de la population, les étudiants qui vont à l'université même s'ils ne sont pas tous les plus favorisés, ils le sont un peu plus qu'une partie de la population. Donc bien sûr, ce n'est pas 15% de nos étudiants qui n'ont jamais eu d'ordinateur ou Internet, mais il y en a quand même une partie. Et l'autre aspect qui me semble important, et pour rejoindre plutôt là, la question sur pourquoi on n'a pas de socle commun, là c'est aussi une question de rapport d'historiens et d'historiennes entre eux. Arriver à imposer un socle commun même concerté à une communauté qui n'existe pas, parce qu'en fait, ça n'existe pas, la communauté des historiens. Un truc tout bête, il m'est arrivé dans un des établissements où j'ai enseigné de faire un cours de méthodologie. C'était un cours de méthodologie transversale pour les étudiants de toutes les périodes historiques. Eh bien, il y avait certaines périodes historiques qui, en réunion de collègues, disaient « c'est pas normal pour notre période, le cours devrait être spécifique, nos approches ne sont pas les mêmes, on ne peut pas avoir d'approche commune ». En fait, je pense que pour le numérique, c'est un peu le même problème. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus... faut pas non plus se cacher le fait qu'il y a des différences d'approche qui font que, ne serait-ce que pour des questions de relations sous-disciplinaires, on va avoir du mal parfois à avoir une approche commune. Alors juste sur ce point, est-ce que ce n'est pas plutôt vrai à l'échelle des logiciels pointus pour au moment où on effectue une recherche, on traite des données, qu'à l'échelle un peu plus généraliste du rapport global à l'information, c'est-à-dire savoir aller sur un moteur de recherche, savoir utiliser un traitement de texte, une bibliographie. Là, on pourrait se dire qu'à la limite, on a une antiquisante à la table, je ne suis pas sûr que ce soit si spécifique. À établir une bibliographie, il y a peut-être des abréviations particulières pour l'année philologique, pour les transactions of the Royal Society, mais c'est pas ça qui fait que les outils numériques seraient pas forcément les mêmes. Donc est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, évidemment que ça compte, ces enjeux propres à la culture disciplinaire et sous-disciplinaire, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une série d'éléments communs, de bonnes pratiques communes dont on peut penser qu'elles seraient généralisables ? Si, bien sûr. Et sur le site, en fait, toutes les licences passent par une UE sur les compétences informationnelles, qui est donnée donc par les documentalistes, par les bibliothécaires. Moi, je vois plutôt le souci sur la décorrélation qu'il y a, en fait, parce qu'ils apprennent pas en même temps le paysage informationnel propre à leur discipline. Et donc, ils imaginent pas forcément, en arrivant à l'université, ils voient pas forcément les liens entre des bonnes pratiques qui sont enseignées pour le coup à tous les L1
des universités. Donc là, on pourrait parler d'un socle commun, mais ils n'arrivent pas forcément à le mettre en lien avec leur pratique de la discipline. Parce que alors là, je parle vraiment pour les primo-entrants, c'est des années où il y a énormément de choses, il y a du contenu, il y a de la méthodologie, il y a aussi l'autonomie, hein, je crois que ça, il faut le dire aussi. Il y a l'apprentissage de l'autonomie, et ils ont du mal, en fait, à corréler l'ensemble. Et je pense que donc le socle commun, on pourrait tout à fait, mais voilà, le fait qu'il y ait des choses qui se passent à la bibliothèque, des choses qui se passent dans nos salles de cours, ils font pas forcément le lien, ils voient pas forcément les compétences communes, et il n'y a pas forcément de réutilisation systématique de ce qu'ils ont appris sur les compétences informationnelles dans nos yeux disciplinaires. Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement, même si ça existe pour l'aspect proprement quantitatif, est-ce qu'il ne faudrait pas finalement un manuel qui permette de synthétiser ça, de dire, voilà, manuel pour le premier cycle universitaire, histoire et numérique, voilà, peut-être que c'est dans l'air. Non, mais me regardez pas comme ça. Oui, alors, effectivement, ce serait sans doute intéressant, même si un tel manuel serait, à mon avis, dépassé l'année d'après, ou quelque chose comme ça, parce qu'on parle aussi de paysages qui évoluent très très vite. Prenez les agrégateurs de flux RSS qui permettaient de faire vraiment une super veille il y a encore 6-7 ans. Moi, aujourd'hui, je trouve que c'est de plus en plus difficile d'utiliser ce type d'outils. Pour beaucoup, ils n'existent plus. Donc, le problème, c'est que si on fixe ça dans un manuel et si on entre par l'instrumentation, on risque de taper à côté des pratiques quotidiennes qui peuvent être très, très variées. Et puis surtout, on risque de beaucoup travailler pour un résultat qui sera dépassé 1 ou 2 ans après maximum. Donc moi, mon idée, c'est plutôt de prendre le contre-pied de ça et d'éviter d'entrer par l'instrumentation. De rentrer par ce que c'est que la recherche et ce que c'est que la production des savoirs. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. Et c'est pour ça aussi que c'est un peu délicat, parce qu'effectivement, sur la question de la documentation dont on parlait à l'instant, c'est principalement les bibliothèques aujourd'hui qui s'occupent de ça. Mais ça produit ce que Élodie Guillon disait à l'instant, c'est-à-dire qu'en fait, savoir chercher un livre en général, c'est pas la même chose que savoir constituer une bibliographie sur un sujet particulier, savoir repérer un corpus d'archives et savoir ce que c'est qu'une source primaire et une source secondaire. Et là, on retombe sur les problématiques disciplinaires. Et la question de la source et de la nature de la source, c'est pas du tout la même en histoire, en sociologie, en psychologie, en géographie. Et donc, je suis pas super favorable à l'idée d'un manuel. Ou alors, il faudrait discuter de ce qu'on met dedans. Mais si on entre effectivement par des instruments et des outils, il y a fort à parier que ça fonctionnerait pas très bien. Alors, pour rebondir là-dessus, parce que moi, je suis pas sûr... oui, Emilia. Non, c'est pour rebondir, c'est pour dire que je suis vraiment tout à fait d'accord avec Caroline, et notamment d'expérience, parce qu'en fait, avec Francisca, le blog La Boîte à outils des historiens avait un peu pour objectif d'être une sorte de pré-manuel en ligne, en quelque sorte. Et il suffit d'aller regarder un peu ce qu'on y a mis. Et par exemple, sur le traitement de texte, les supports qu'on y avait mis, c'est des supports sur le traitement de texte de 2007. Aujourd'hui, plus personne ne pourrait vraiment l'utiliser. Alors bien sûr, on fait des mises à jour quand on refait un cours sur le traitement de texte, mais au bout d'un moment, on peut se dire que s'il faut refaire un manuel tous les ans, alors ça peut être très intéressant pour l'éditeur, peut-être pour les auteurs s'il n'y a qu'un manuel sur le marché, mais en fait, en réalité, ça sera trop vite dépassé. Et en fait, on le voit déjà, parce qu'aujourd'hui, quand on fait un cours sur le Cantier en histoire, c'est très difficile. Il y avait plein de manuels de statistiques pour les historiens. Alors, les manuels de statistiques avec le langage mathématique, on peut quasiment oublier, parce que là, avec les étudiants, c'est pas possible. Moi-même, je suis pas très à l'aise avec en plus. Les manuels qui n'utilisaient pas le langage mathématique, mais qui étaient basés sur des logiciels, ça devient compliqué. C'est-à-dire que vous faites un cours aujourd'hui sur ce qu'est une base de données en histoire, et la plupart des manuels, ils présentent des choses avec Access, Microsoft Access, qui est un logiciel que quasiment tout le monde déconseille d'utiliser quand même aujourd'hui quand on fait une base de données en histoire. Non seulement parce que c'est Microsoft, mais parce qu'en plus c'est dépassé et qu'on a vraiment des outils plus légers, plus puissants, etc. Donc en fait, on est vraiment face à une difficulté de ce point de vue-là. Et encore une fois, le point d'entrée, c'est les démarches. Et si on entre par les démarches,
faire un manuel, ça devient vraiment compliqué en fait. Je pense qu'on pourrait arriver à faire quelque chose d'intéressant, mais là on entrerait du coup d'emblée dans des réflexions sur ce que c'est notre discipline, ce que c'est la pratique de la recherche, et là du coup on ne pourra pas la standardiser parce que je pense qu'encore une fois on aura des désaccords sur la façon dont on approche ces questions. Alors peut-être pour aller un peu dans l'autre sens, parce que je suis pas sûr que l'obsolescence soit si rapide. Il me semble qu'il y a un certain nombre de choses qui ont beau être numériques, elles sont très pérennes. Je parlais de Gallica il y a un instant. Voilà, Gallica peut-être sera amené à disparaître totalement d'ici un an, je le souhaite pas, mais a priori c'est quelque chose d'assez stable. Et derrière Gallica, on peut évidemment citer, si on imagine un manuel d'usage du numérique pour les historiens avec un chapitre les sources numérisées, mettons. Derrière Gallica, en fait, qui est un exemple, il y a la dimension numérisée des sources et expliquer ce que c'est qu'une numérisation mise en ligne, pas mise en ligne, etc. Ce que c'est que l'OCR, par exemple. Voilà, les technologies d'OCR, de reconnaissance optique de caractère, évoluent très vite. Le principe lui-même peut être enseigné de manière indépendante de l'obsolescence de la technologie. Donc il me semble que, évidemment, c'est une question qui se pose et qui est une question qui est redoublée par le fait que il y a un coût d'entrée, en fait. À chaque fois qu'une nouvelle technologie apparaît, à chaque fois qu'un nouveau logiciel apparaît, qu'il faut apprendre à le maîtriser, etc., les gens qui ont déjà du mal à maîtriser les fonctions basiques de Excel se sentent très vite dépassés, se disent « mais je n'ai pas 6 heures ou 10 heures à consacrer à apprendre telle ou telle nouvelle chose ». Donc ça, effectivement, c'est une réalité. Mais par ailleurs, il y a un certain nombre d'enjeux et de cadres globaux qui sont les nôtres maintenant, qui sont des cadres d'ordre numérique, qui, eux, peut-être pourraient être exposés. Donc je me demande si... voilà, il ne faut pas peut-être. On est en train de le faire, mais il ne faut pas appeler ça manuel. Pourquoi il ne faut pas appeler ça manuel ? Mais parce que. Alors, peut-être là, ce sera coupé, hein, c'est peut-être un peu du off, mais parce qu'en fait, systématiquement, quand on dit numérique et qu'il y a le mot numérique qui apparaît dans une conversation, c'est immédiatement rabattu sur l'instrumentation, sur des choses qui seraient de l'ordre du très pratique, si bien que ça masque complètement les problèmes épistémologiques posés. Et les problèmes de fond de méthodologie. Et c'est pour ça que moi, je réagis un peu vivement sur ce mot manuel, parce que dès lors que vous voulez engager une conversation sur la transformation de la pratique de l'histoire à l'ère numérique, on vous répond Excel, manuel, Zotero, pour ou contre Zotero, vous voyez. Et c'est ça qui me fait réagir quand je dis manuel, parce que je suis un petit peu lassée de la façon dont les propositions sont accueillies et toujours rabattues sur de l'instrumental, quoi. Voilà. Et dans le manuel, il y a cette idée des outils à conseiller, du tutoriel, etc. Donc on veut bien écrire un manuel, mais on l'appellera pas manuel. Non, mais pour aller à la fois dans les deux sens, en fait, il y a un exemple qui, à mon avis, fonctionne très bien, qui est exactement ce qu'André propose, c'est le méthode quantitative pour l'historien de Claire Lemercier et Claire Zalc, qui effectivement est pour moi le modèle de manuel, entre guillemets, qui tient très bien dans la durée, parce que l'entrée n'est pas par les outils, mais par les démarches. Sauf qu'il faut voir un petit peu les réactions d'une partie de nos collègues quantitativistes qui ont considéré que ce type de manuel n'était pas suffisamment sérieux ou autre. Sauf qu'en gros, c'est le seul, moi, aujourd'hui, qui, à mon avis, tient encore la route. Quand on dit à des étudiants, vous voulez savoir ce que c'est le quanti, même si vous ne voulez pas en faire, lisez ça. Mais ça, si on veut le faire pour le numérique, on va se poser un certain nombre de questions, parce que, encore une fois, le numérique, ça veut dire quoi ? Et alors oui, on peut peut-être faire un manuel sur les sources numériques en histoire. Sources numérisées, sources nativement numériques, poser ces questions-là. Mais si on dit que le numérique, c'est aussi le quanti, c'est aussi la diffusion de la recherche, c'est aussi... Enfin, vous voyez, si on ajoute toutes ces dimensions-là, déjà, j'ai peur que ça devienne quelque chose de trop massif. Alors après, on peut en faire un manuel publié exclusivement en ligne et qui sera du coup un peu en partie libéré, mais pas cité. Mais je ne pense pas que ce soit impossible, mais je pense quand même qu'effectivement, arriver à se détacher des outils et des instruments comme le propose Caroline, je ne suis pas sûr que la communauté, avec plein de guillemets, du numérique en histoire et au-delà, en soit déjà à ce stade-là aujourd'hui pour arriver en fait à proposer quelque chose qui fasse relativement consensus. Mais encore une fois, on peut se tromper, on n'est qu'un tout petit...
panel là qui a des idées bien arrêtées, mais peut-être que d'autres auraient des idées qui permettraient de dépasser ça. Peut-être que ça passe pas par un livrable, puisqu'en fait on parle de manuels livrables, on parle des UE de compétences informationnelles qui ont un certain nombre de livrables encore, des objets qu'on consulte, etc. Mais finalement on a identifié des réticences parfois chez certains collègues, et là on est dans un problème de posture finalement. On a parlé d'accompagnement des étudiants, posture également, donc je pense qu'il ne faut pas sous-évaluer cette dimension humaine en fait de travail, de sensibilisation. Alors, le travail est encore énorme, mais il y a le pair à pair qui fonctionne. Je pense qu'il faut aussi voir que malgré les difficultés, c'est quand même un travail à mener, peut-être avant même de se lancer dans un autre livrable, aussi pertinent soit-il d'ailleurs. Alors, il ne faut pas non plus être complètement pessimiste. Comme le disait Emilien tout à l'heure, en une dizaine d'années, les choses ont évolué au sens où aujourd'hui, quand on refait des maquettes de formation, plus personne ne va affirmer qu'il faut jeter le numérique aux orties et qu'il ne faut pas réfléchir à tout ça. Mais par contre, de là à arriver à une forme de formalisation et d'institutionnalisation complète des questions jusqu'au manuel, effectivement, on a encore, à mon avis, un gros pas à faire. Alors, je signale malgré tout qu'il y a quelque chose qui est une ébauche de ça en un sens, qui est un livre que je conseille toujours aux gens qui arrivent en master, qui est le livre de Michel Beau, L'art de la thèse, comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire à l'ère du net, avec un chapitre sur l'usage de l'ordinateur et un chapitre sur l'usage du web, alors qui est très loin des préoccupations, on va dire, très élaborées qu'on peut avoir quand on a une connaissance fine des outils numériques les plus puissants, mais qui quand même défriche, à mon avis, bien pour des gens en première approche, un petit peu comment on peut organiser son travail sur son ordinateur quand on commence une recherche. Donc cette dimension-là, elle peut exister. Je voulais vous poser une question, comme c'est un milieu, les gens qui réfléchissent à ça, qui est quand même très internationalisé, qu'est-ce qu'on sait du degré justement de tournant numérique à l'étranger, parce que voilà, en France on peut dire c'est pas parfait, ça va dans le bon sens, mais il y a encore soit des réticences, soit une forme de choses qui n'est pas totalement à maturité, etc. Est-ce que c'est vrai en Grande-Bretagne, en Belgique, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, est-ce qu'on a un peu une vision de ce tournant numérique, comment il est vécu par la profession ailleurs qu'en France? Moi, je dirais qu'il y a quand même des réflexions qui ont commencé avant dans d'autres pays. Ça fait un peu tarte à la crème, mais Humanité numérique, c'est une traduction de Digital Humanities, et en fait, ça vient du monde anglophone. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, on a un certain nombre d'auteurs qui réfléchissent aux transformations numériques de l'histoire depuis longtemps. On a beaucoup d'essais, de réflexions qui ont été publiés. Le centre qui s'appelle le CHNM, en fait, a changé de nom quand son fondateur est décédé prématurément. C'est Roy Rosenzweig, j'espère que je prononce bien, a été un des premiers à réfléchir à ce que Wikipédia faisait à l'histoire, etc. Dans quasiment tous les pays, on a des réflexions sur les transformations numériques, je pense. En tout cas, moi, à chaque fois que je participe à un colloque, il y a des représentants de plusieurs pays. Sur la question pédagogique, c'est un peu difficile, à moins de bien connaître les différents systèmes. Moi, j'ai eu la chance d'échanger avec des collègues du Canada, de Belgique. Moi, j'ai pas l'impression qu'ils soient à un stade beaucoup plus avancé que nous. En revanche, ils ont un rapport à ces objets un peu différent, parce que nous, on a un rapport à la question numérique qui est aussi un rapport de structuration professionnelle. Un truc tout bête. Pour être universitaire en France, il faut être qualifié par le Conseil national des universités dans la section de la discipline dans laquelle on travaille. La section CNU 22, par exemple, pour l'histoire moderne et contemporaine, si on veut devenir maître de conférence ou maîtresse de conférence en histoire moderne et contemporaine. Le résultat, c'est que si vous faites une thèse aujourd'hui qui exploite les possibilités offertes par un certain nombre d'approches numériques qui relèvent à la fois de l'écriture d'une thèse un peu traditionnelle, mais qui suppose par exemple aussi l'écriture d'un programme informatique ad hoc pour exploiter vos sources, etc., ce que font un certain nombre de chercheurs. Eh bien, quand vous allez arriver devant le CNU d'histoire va dire c'est pas vraiment de l'histoire, le CNU informatique va dire c'est pas vraiment de l'informatique. Et là, dans d'autres pays, c'est moins compliqué parce qu'en fait, il y a un petit peu moins d'obstacles de ce point de vue-là. Alors, ça ne veut pas dire que la profession va
pas symboliquement considérer que c'est de la moins bonne histoire ou pas, etc. Mais pour ne prendre qu'un exemple, celui du Canada, Michael Sinatra a créé un centre qui s'appelle le Centre de recherche interuniversitaire sur les humanités numériques. Aujourd'hui, ils ont des doctorants qui font des doctorants en histoire et humanité numérique, littérature et humanité numérique, langue et humanité numérique. Et en fait, c'est 2 diplômes. En fait, ils ont une bidiplomation qui leur permet en fait d'aller sur le marché du travail en disant juste, moi, j'ai pas juste fait une thèse d'histoire, j'ai fait aussi quelque chose qui m'a amené non pas juste à utiliser, comme moi je le fais par exemple, les outils numériques à ma disposition, etc. Mais j'ai forgé des outils, j'ai construit des infrastructures, etc. Ça n'existe pas en France et je pense que c'est pas lié au numérique, c'est lié à la structuration des disciplines et au fait que l'interdisciplinarité en France elle est très louée, elle est peu pratiquée et elle est rarement payante en termes de recrutement, de postes, etc. Et je pense que ça, c'est un enjeu qui est peut-être différent pour la France. Pour le reste, je n'ai pas le sentiment que pour les cours de numérique, etc., en réalité, je pense qu'on est un peu partout pareil, mais là, je ne connais pas suffisamment le monde pour en être certain. Oui, je m'étais amusée J'avais regardé les offres de formation au Canada, un petit peu en Angleterre aussi, parce que je préparais une conférence sur les enseignements de l'histoire contemporaine en Europe. Et je m'étais rendu compte qu'on a sensiblement les mêmes problèmes dans d'autres pays. Ce problème d'optionnalisation du numérique, c'est-à-dire que vous avez un cœur de formation qui évolue très peu, ou alors on ne voit pas les transformations parce que, je ne sais pas, peut-être que les collègues intègrent les questions numériques dans leurs enseignements généraux, mais j'ai un petit doute quand même. Et avec dans le parcours la possibilité de prendre 1, 2, 3 enseignements, mais qui sont toujours considérés un petit peu de la façon dont on considère les sciences auxiliaires, quelque chose qu'on peut prendre en plus mais qui n'est pas intégré au cœur de formation. Et ça fait partie des gros sujets de discussion quand il y a des rencontres entre historiens et historiennes intéressés à ces sujets-là, sur comment on pense des transformations générales. Il y avait eu, si ça vous intéresse, il y a quelques années, une rencontre à l'Institut historique allemand qui a donné lieu à plusieurs billets de blog, justement, où différents enseignants-chercheurs européens étaient venus discuter de ce qui se passait dans leurs universités. Et on avait essayé à cette occasion de penser à un socle commun européen aussi, qui n'a pas été diffusé depuis, mais on a sensiblement les mêmes problèmes, je crois. On a peut-être un rapport un peu différent quand même au numérique, parce que par exemple là je pense à l'hybridation des formations, donc le fait de proposer des ressources, des activités à faire dans les salles de cours ou en dehors des salles de cours, c'est quelque chose qui est beaucoup plus développé au Canada notamment, avec une pratique des outils numériques qui pose moins de problèmes. Alors est-ce que c'est parce que c'est moins récent ? Est-ce que c'est davantage ancré ? Je ne sais pas, mais en tout cas il y a peut-être un peu moins de réticence à intégrer des outils. Mais là, on est effectivement sur de l'instrumentation. On n'est pas sur ce type de réflexion. Mais j'ajouterais qu'il y a un autre enjeu dont on n'a peut-être pas assez parlé, mais qui est l'enjeu qui renvoie aussi bien aux réticences dans l'ensemble des pays, en tout cas ceux pour lesquels j'ai discuté avec des collègues, mais qui concerne aussi bien la recherche que l'enseignement, etc. C'est que le numérique, avec plein de guillemets, est quand même très lié à la mise en place d'un format de recherche par projet, de recherche de financement, de constitution d'équipe, qui fait qu'il y a aussi des réticences qui sont tout simplement liées à ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, je fais partie des gens qui considèrent que le meilleur fonctionnement de la recherche n'est pas celui de la recherche sur projet, de recherche sur financement en permanence, européen, extérieur, etc. Il y a quand même un certain nombre d'études en plus qui montrent... Il y avait eu un article dans La Vie des idées de chercheurs de plusieurs disciplines, mais alors j'ai oublié le titre, mais qui montrait que, en gros, les quelques données dont on dispose montrent qu'il vaut mieux donner un tout petit peu d'argent à des chercheurs de façon régulière, en permanente, que de leur donner, en fait, tout d'un coup 3 millions d'euros et que la recherche avance mieux. Et en fait, il ne faut quand même pas se leurrer, c'est-à-dire que l'introduction des humanités numériques, compte tenu du coût des infrastructures, etc., est particulièrement liée à cette nouvelle approche. Et c'est ça aussi qui fait des réticences. Alors,
Pourquoi je parle de ça maintenant ? Parce que en ayant fait quelques séjours à l'étranger très courts dans des conférences, j'ai vu des collègues d'autres pays, quand ils parlaient des réticences de leurs collègues, de leurs différents départements disciplinaires relatifs aux transformations numériques, c'était souvent sur l'argument vous nous prenez tout l'argent. Absolument. Et ça, c'est une dimension à ne pas oublier, en fait, quand même. Oui. Alors justement, c'est un point sur lequel je voulais vous interroger. Est-ce que quand on est praticienne, est-ce que quand on réfléchit à ces enjeux, il ne faut pas peut-être redoubler de vigilance politique, de vigilance critique par rapport à un certain nombre de problèmes qui sont effectivement le numérique pour l'affichage de la recherche par projet, le numérique aussi parfois avec une arrière-pensée chez certains décideurs qui peut être pour économiser des postes parce qu'on va faire des MOOC et des cours en distanciel, économiser des postes d'enseignants concrets, ou encore on peut imaginer qu'à certains moments ça puisse être le cheval de Troie pour un marché de tel ou tel logiciel ou tel matériel, etc. Autrement dit, là comme on est quand même à l'interface de pratiques intellectuelles mais aussi d'enjeux très, très concrets avec la dimension matérielle, logicielle, achat, marché qui sont liés. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas une vigilance particulière à avoir de ce point de vue-là ? De toute façon, à mon sens, on ne peut jamais réfléchir sur une méthodologie ou de l'épistémologie sans réfléchir aux conditions matérielles d'exercice d'une profession. Donc si on prend l'université française, bien sûr que là, il y a un risque, voire même un danger. On a eu récemment des discussions, ne serait-ce que sur l'enseignement, sur les passages en distanciel. Qu'est-ce que c'est qu'enseigner en visioconférence ? Est-ce qu'il faut le faire ou pas ? Parce que le risque, c'est de se le voir imposer à la fin de la chaîne. Sur la recherche sur projet, on voit bien aussi que le tournant numérique suscite des effets de changement de corpus, tout simplement parce que pour pouvoir convaincre une agence de financement qu'on va trouver des résultats avant même d'avoir fait la recherche, c'est par exemple beaucoup plus confortable de mobiliser un corpus d'archives numérisées, ce qui, en bout de course, finit par invisibiliser tout ce qui ne l'est pas. Donc évidemment que le contexte politique et économique dans lequel on est, il est fondamental. Et je pense qu'une des réticences d'une partie de la profession devant justement ces questions numériques, on en parlait au tout début de la discussion, il me semble, c'est que c'est aussi assimilé à du détournement de sommes d'argent colossales, là où la réalité de beaucoup de départements d'histoire et d'autres disciplines en France aujourd'hui, c'est d'arriver à mettre des enseignants devant des étudiants. Donc évidemment, évidemment que ça crispe un peu quand on nous dit que voilà, là, si vous allez sur un appel à projet, vous pouvez récupérer énormément d'argent. Je crois que l'université, les préoccupations quotidiennes aujourd'hui, c'est d'abord d'essayer de faire fonctionner la machine en donnant une formation aux étudiants. Et là, évidemment, c'est des questions de priorisation et ça suscite des crispations, oui. Ouais, il me semble que c'est un petit peu en train de changer, mais effectivement, moi, pendant plusieurs années, je sais que je m'étais amusé pour certains enseignements que je donnais à Lille, notamment avec les étudiants en master. Je le cite explicitement parce que les bons travaux de cet exercice ont été mis en ligne sur un carnet de recherche, justement. Je faisais travailler les étudiants en master sur des projets numériques. Donc, en gros, je leur disais, faites une analyse critique de ce projet numérique. Donc ceux qui sont en ligne sont des bons projets, bien analysés, etc. Mais en fait, ce qui était intéressant sur d'autres projets, c'est que on se rendait compte que certains projets avaient engrangé une quantité considérable de budget pour des résultats nuls. Nuls, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'il n'y en avait pas. C'est-à-dire qu'on demande des financements pharaoniques pour faire des opérations de numérisation et de mise en ligne. Puis ensuite, les porteurs de projets n'écrivent pas d'articles, par exemple, n'écrivent pas de livres, ne font pas de podcasts ou de blogs, que sais-je. On n'a pas de production de connaissances, en fait. On a mis en ligne des sources que personne ne pourra utiliser parce qu'elles ont été mises en ligne sur la base d'une question qui n'est pas celle de ceux qui voudraient l'utiliser, etc. Je pense qu'on a de plus en plus de réflexions, ou alors je rêve que ça fonctionne, mais moi j'ai le sentiment que l'idée qu'il faudrait revenir à des projets un peu plus low-tech, on en parlait avec Caroline tout à l'heure, c'est-à-dire que l'idée qu'on puisse maîtriser en fait nos corpus, maîtriser ce sur quoi on travaille. Ça ne veut pas dire que ça ne va rien coûter, mais déjà ça coûte beaucoup moins cher que de constituer des équipes considérables, Et ça rejoint la question de l'éthique. Pour moi, ça rejoint la question de l'éthique, parce qu'une question, par exemple, toute bête, que moi j'ai découverte, alors je suis peut-être un peu trop naïf, mais en discutant avec des collègues, j'ai appris que plusieurs projets en humanité numérique, nécessitant des opérations de saisie, utilisaient Mechanical Turk d'Amazon.
Donc en gros, c'est de l'exploitation du prolétariat numérique. En gros, on va payer des dizaines de personnes en Inde pour faire de la saisie, payer une misère. Donc ça, d'un point de vue éthique, moi, par exemple, ça me pose un gros problème. Mais en fait, d'un point de vue même méthodologique, oublions qu'on vit dans un monde social et politique, et parlons juste méthode en histoire. Ça veut dire qu'on confie à des personnes qui ne connaissent rien du projet, qui ne savent pas à quoi ça va servir des opérations de saisie, et donc on obtient des corpus qui ne sont pas documentés, pas pensés, etc. Et le retour à une forme de projet qui nous permettrait de mieux maîtriser pas juste nos outils, mais nos démarches, nos sources, etc., est assez important. Alors, juste pour l'anecdote, parce que j'aime bien cette formule, et comme ça, elle restera, il y a quelques années, j'avais suivi une formation à l'utilisation d'un logiciel qui s'appelle Iramutech, qui est donc un logiciel d'analyse de statistiques textuelles, pour le dire vite. Et le formateur qui était là, à un moment donné, s'amusait à blaguer sur les questions big data, petits jeux de données, etc. Et il parle d'échantillonnage à un moment donné. Et c'est vrai qu'on est obsédé depuis quelques années parce que le numérique donne cette illusion de possible massification sans limite des données accessibles. Et quelqu'un lui posait la question du fait que les données massives sont nécessaires, indispensables. Et il avait dit, écoutez, je vais vous donner un exemple. Quand vous ouvrez une bouteille de vin, vous n'avez pas besoin de l'avoir finie pour savoir s'il est bon ou pas bon. En fait, c'est un peu pareil avec nos données. Et je pense que se souvenir un peu de ça nous permettrait peut-être de répondre à la fois à la question des finances. Enfin, l'un des enjeux qu'on doit systématiquement se poser quand on doit faire un projet de recherche pour lequel on demande de l'argent, c'est à quoi ça va servir au-delà de ma toute petite communauté de collègues et d'étudiants. Parce que n'oublions pas que tout ça, c'est de l'argent public aussi. Moi, je rebondirais sur deux choses. Alors, pour la formation, effectivement, si on peut penser, alors je le pense pas du tout, mais que le numérique pourrait éventuellement économiser de l'humain, c'est de la fausse bonne idée. Un MOOC, s'il n'y a pas un animateur derrière qui relance les participants, qui va voir ce qui se passe, qui entretient le forum, en fait, votre MOOC, il marche pas. Donc, si l'idée, c'est de remplacer l'université par des MOOC, en fait, les évaluations seront mauvaises. Sur le taux d'abandon, sur le taux de résultat, en fait, voilà, si on enlève les personnes, si on enlève les interlocuteurs, les pédagogues, les formateurs, ça peut pas fonctionner, et ça a déjà été testé. Donc ça, c'est pour la formation. Ça peut être une tentation des institutions, mais alors sans résultat. Pour la recherche, je rebondis sur cette histoire de données. En fait, ça pose aussi question de la pérennité des données. On crée des bases, elles sont sur Internet, et puis... Et en fait, on assiste parfois à finalement de la mise en ligne, et puis c'est de la jachère à la fin. Et en termes de stockage, par exemple, et de réutilisation, c'est pas possible. Donc effectivement, c'est de l'argent public, et je pense qu'il y a des démarches, alors elles commencent tout juste, mais qui porteront peut-être leur fruit si on est optimiste, c'est le fait d'obliger tout le monde à avoir un DMP, un Data Management Plan, ce qui n'était pas obligatoire jusqu'à il y a 2 ans, je pense. Et donc, on traitait un peu ces données comme on voulait, et puis si les suivants ils veulent les réutiliser, on ne peut pas forcément. Il y a aussi le fait de faire du fair data, le fait que les données soient trouvables, accessibles, interopérables, réutilisables, qui n'est pas obligatoire et qui devrait peut-être l'être. Et puis après, je pense qu'il faut valoriser des initiatives à long terme. Alors moi, j'en connais 2. Il y a la base FAIR, qui en fait agrège différentes bases de données historiques et archéologiques sur l'âge du fer, et qui permet en fait que ces données ne se baladent pas forcément dans la nature et qu'elles soient complètement inconnues parce que mal répertoriées, mal référencées dans les moteurs de recherche par exemple. Il y a aussi la base de données Archéogis. Ça, c'est l'université de Strasbourg qui l'a fait, et en fait, c'est toute donnée historique ou archéologique spatialisée. Elle est nourrie par les chercheurs, et elle vient seulement d'être... Enfin, il y a une partie seulement qui est mise en ligne. En tant que chercheur, vous pouvez tout à fait demander un accès. Mais voilà, c'est sur demande avec une adresse universitaire. Et il y a une partie avec accord des auteurs qui est mise en ligne et où vous pouvez faire vos recherches. Ils l'utilisent pour donner les sujets de master, par exemple, pour éviter de refaire des corpus, refaire des bases de données. L'idée, voilà, c'est de donner aussi accès à ces données. Et je pense que... on ne sortira pas malheureusement de cette logique sur projet, mais on a quand même quelques initiatives qui peuvent laisser penser qu'on a des démarches, au moins quelques-unes, qui vont dans le bon sens sur ces questions de données.
Alors là, moi, je ne serais pas tout à fait d'accord, en fait. Enfin, sur une partie de ce que tu dis. Alors, moi, j'observais ça aussi avec un autre point de vue, parce que je suis au conseil scientifique du Manum depuis quelques années. Et donc, on a vu la question de la démarche FAIR. Donc, la démarche FAIR, c'est l'idée de produire des données qui soient réutilisables et pérennes, en particulier. Et je trouve qu'il y a parfois... beaucoup d'énergie qui est déployée dans la fairisation, c'est-à-dire le fait de transformer les données qu'on produit pour qu'elles soient réutilisables et pérennes, etc. C'est pas qu'une initiative, parce que c'est quand même maintenant aussi une injonction européenne. Donc il y a à nouveau un cadre qui est politique, qui est quand même de plus en plus ferme. Et je ne doute pas que ce soit absolument essentiel pour certaines disciplines, par exemple l'archéologie ou même l'astronomie. Moi, j'ai découvert ça aussi récemment, c'est qu'il y a des disciplines dans lesquelles il y a des cumuls de données. Chaque fois qu'on fait une expérience ou une enquête, les choses sont mises en commun. Mais dans d'autres disciplines, et celles dont on parle aujourd'hui, par exemple l'histoire, alors je prends l'exemple de l'histoire contemporaine, c'est ce que je connais le mieux, et ben la réutilisation de données produites dans d'autres enquêtes, ça reste quand même quelque chose de très rare et de perçu comme un peu étrange, parce que quand on commence une formation en histoire, quand on fait son doctorat, qui n'a pas entendu dans une soutenance de thèse le travail est de très bonne facture, avec une approche archivistique très originale, la capacité à découvrir de nouveaux documents, construire un corpus qui est propre. Donc en fait, l'affairisation, en tout cas le fait de vouloir construire des corpus réutilisables, et ce qui coûte beaucoup d'argent, là aussi, il faut le dire, parce que ça implique de l'ingénierie, etc. Je trouve que c'est une extrêmement bonne intention éthique, etc. Mais ça rentre en collision avec les pratiques de l'histoire, en tout cas de l'histoire telle que moi je la connais autour de moi, ce qui n'est pas la même encore que celle des archéologues ou d'autres disciplines. Ça fonctionne pas très bien, parce que tout simplement, un jeune historien ou une jeune historienne, quand il commence une thèse, on va peut-être valoriser, voire survaloriser la capacité à dénicher et à construire un corpus nouveau. Et ça fait partie de l'évaluation de ce que c'est un historien ou une historienne. Je ne sais pas si je suis très claire, mais du coup, vous voyez comment aussi c'est difficile d'appliquer des grands principes sur ces questions de données numériques à des champs disciplinaires qui fonctionnent avec des contraintes et des désirs qui ne sont pas les mêmes. J'ajouterais, je partage tout à fait la réserve de Caroline, tout en étant à la fois convaincu par l'intérêt de l'objectif. Je suis convaincu de l'intérêt de la mise en libre accès des données, des publications de recherche, etc., pour leur utilisation. Mais c'est vrai que l'un des défauts des approches qu'on a vu se développer, alors peut-être que d'autres approches sont possibles aussi et que simplement on ne les a pas explorées, mais l'un des défauts des approches qu'on voit se développer sur la structuration des données en vue de leur réutilisation, c'est qu'on va avoir tendance à imposer des cadres et des catégorisations pour les données, parce que pour que ce soit réutilisable, il faut que ce soit des thésaurus communs, donc en gros un langage commun, si on veut que ce soit réutilisé, etc. Sauf que nous, quand on travaille sur du matériau historique, ce qui nous intéresse, c'est le langage des acteurs et des actrices sur lesquels on travaille. Exactement. Et donc, en fait, construire une base de données... moi, par exemple, j'ai un projet en cours là où je travaille sur comment on parle des fonctionnaires dans d'autres pays que la France. J'aurais pu décider de catégoriser la base de données de telle sorte qu'on ait échelon central, échelon territorial, échelon local, comme ça marche en France, ailleurs, etc. Sauf que ce n'est pas les termes qu'emploient les acteurs. Donc on ne l'a pas fait, il va falloir catégoriser plus tard, ça va être beaucoup plus long, plus minutieux, mais ça ne fonctionne pas dans un projet de base de données tel qu'on l'entend aujourd'hui et tel que c'est souvent imposé. Alors je vais être un peu caricatural et j'espère que les économistes sympas que je connais me le pardonneront, mais c'est l'approche des économistes. En fait, ils adorent faire des énormes jeux de bases de données où ils mettent les unes face aux autres des données qui ont été produites de façon radicalement différente, mais en faisant comme si c'était les mêmes données. Et donc comme ça, on a une série très longue qui va de la fin du début du 19e siècle jusqu'au 21e siècle. On ne se pose pas la question des ruptures de série, on fait des interpolations. On ne se dit pas, non, en fait, chômage, ça ne voulait rien dire. À la fin du 18e siècle, on va quand même utiliser le mot chômeur, etc. C'est utile pour certaines approches, c'est-à-dire des approches anachroniques absolument assumées, parce que c'est utile l'anachronisme. Mais ce n'est pas comme ça qu'on travaille la plupart du temps en histoire. Et ça, c'est une vraie question, parce que la réutilisation, il y a un problème effectivement de découverte,
de nouveaux corpus, etc. Mais il y a aussi un problème de rapport aux documents qui est vraiment pas le même. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à y réfléchir. Je pense qu'il faut continuer à réfléchir. Mais c'est vrai que, par exemple, le DMP, moi, je trouve ça inquiétant quand c'est imposé, par exemple, à des jeunes doctorants et jeunes doctorantes. C'est-à-dire qu'on va avoir une doctorante qui va s'inscrire en thèse, qui va dire « je voudrais travailler sur tel type de corpus, je voudrais faire une base de données ». On va immédiatement lui dire « il va falloir faire un plan de gestion de données ». Donc déjà, elle va perdre un certain nombre de mois à préparer son plan de gestion de données, sauf si elle est dans un établissement où il y a des ingénieurs qui peuvent l'aider, etc. Mais souvent, la difficulté va être que ça va prendre des mois et pendant ce temps-là, on ne travaille pas sur ce qui est censé être le cœur de notre métier. Et donc, encore une fois, on fait face à, je trouve, de belles intentions, mais pour lesquelles on n'a pas toujours les moyens de les mettre en œuvre correctement. Alors, je vais quand même défendre un peu les antiquisants. Je pensais à des bases de données de type épigraphique, où le fait d'éditer des textes n'enlève en rien. Le fait de faire un corpus original n'enlève en rien la possibilité de faire une traduction originale, n'empêche en rien de retourner à l'objet, puisque sa position géographique étant indiquée, son lieu de conservation étant indiqué, et la base de données sert à ça, n'empêche en rien de retourner à l'objet et de reproposer un sujet. Alors effectivement, là, on est sur des choses disciplinaires qui ne s'accordent pas, mais ça enlève en rien toutes ces possibilités. J'aurais une avant-dernière question à vous poser à tous les trois, avant peut-être de dire un mot de l'intelligence artificielle, qui fait beaucoup discuter en ce moment. Mais avant ça, je voulais vous suggérer une idée, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il me semble que les mises à jour historiographiques dans la profession, évidemment, il y a des aspects institutionnels, mais c'est aussi lié à des œuvres, parfois, qui ont marqué, à des individus qui ont marqué. La Microstoria n'aurait pas eu la vogue qu'elle a eue s'il n'y avait pas eu Carlo Ginzburg, par exemple, qui avait écrit des livres très marquants. Et on pourrait dire la même chose de l'histoire quantitative avec des gens comme Pierre Goubert et avec des œuvres qui ont marqué. Est-ce que pour l'histoire numérique au sens large, est-ce que, on va dire, l'idée de prendre au sérieux le numérique dans un travail historien, est-ce que cette histoire-là, elle attend encore ces grands auteurs, ou est-ce que ces grands auteurs ou ces grandes œuvres existent, mais peut-être ne sont pas identifiés en tant que tels ou ne sont pas lus? Est-ce que c'est important finalement pour que ça gagne en légitimité et aussi que ça attire? Parce qu'on sait très bien que ce qui attire aussi, par exemple, les étudiantes, c'est se dire, j'ai entendu parler, je sais pas, de Paxton et ça m'a donné envie, peut-être il y a déjà quelques temps, mais voilà, ça m'a donné envie de travailler sur l'occupation parce que ce livre m'a marqué, des profs m'en ont parlé, etc. Autrement dit, est-ce que dans cet univers, il y a des travaux, où il y a des auteurs, ou est-ce que c'est quelque chose qui est à l'horizon d'avoir une œuvre, un ouvrage marquant, ou une série peut-être d'œuvres, qui du coup pourrait incarner ces approches d'une manière autre que les choses à la fois très importantes, mais parfois aussi très austères dont on a parlé, comme la constitution de corpus et de bases de données, etc. Voilà, à mon avis, c'est pas ça qui peut ancrer un champ ou institutionnaliser un champ de la même manière que le fromage lait vert de Ginzburg ou la France de Vichy de Paxton, qui sont des choses, on vient à la dimension symbolique que j'évoquais au début. Moi je vois des thèses qui depuis 3 ou 4 ans sont des thèses qui ont été faites à partir de corpus connus, par exemple la presse, mais qui posent radicalement de nouvelles questions de recherche qu'il aurait été impossible de poser en analogique, qui en même temps font ce qu'on appelle à la fois de la lecture proche et de la lecture distante, donc une lecture au ras du manuscrit, mais aussi une lecture avec des approches quanti. Alors je pense par exemple à la thèse de Claire-Lise Gaillard sur les petites annonces. Voilà, pour moi ça c'est une thèse qui incarne parfaitement à la fois la puissance des transformations à l'œuvre dans la discipline historique, dans la capacité à poser de nouvelles questions, tout en étant très précis et très rigoureux sur le cœur de métier, sur l'approche critique des sources. Mais des grands noms au sens où des gens qui seraient maintenant des équivalents Carlo Ginzburg, je ne sais pas. J'aurais quand même quelques noms, mais des noms plutôt d'étrangers. Je pense par exemple à quelqu'un comme Ian Milligan, qui à mon avis a fait un travail absolument fondamental. Après, là, je trouve qu'il y a quand même une petite différence peut-être par rapport à la micro-histoire que vous citiez à l'instant, c'est que les historiens et les historiennes qui
travaillent à l'ère numérique, ce sont d'abord des historiens et des historiens d'autre chose, au sens où on a des thématiques de travail. Donc, je ne sais pas comment expliquer, mais à moins de faire un pur travail épistémo, ce qui est tout à fait respectable, je ne suis pas du tout en train de dire que ce n'est pas possible. En fait, je crois que les questions de reconnaissance, elles se fondent d'abord sur les champs thématiques dans lesquels on est, plutôt que sur cette démarche de réflexion liant histoire et numérique. Mais je peux me tromper, ce n'est qu'une position personnelle. Moi, je suis assez d'accord. En tout cas, je n'ai pas d'idée de nom de personnes actuelles. Ce qui dit quand même aussi quelque chose du champ, qui n'est pas en fait une école. La micro-histoire, on peut parler quand même un peu d'école. Moi, alors, de façon un peu provocatrice, je dirais que si on veut vraiment savoir ce que c'est de la bonne histoire numérique, il faut lire les travaux d'Antoine Pro sur les mots, les travaux de Claire Lemercier sur le Kantier en histoire, et qu'on a déjà une bonne base avec 2 générations très différentes, et on a ce qu'il faut pour comprendre comment il faut travailler à l'ère numérique. Je ne sais pas s'il faut attendre quelqu'un qui soit le pape ou la papesse de l'histoire numérique. Ou si une papesse, ça changerait un peu, surtout des papes. Moi, je pense qu'on fait erreur à chercher des grands noms. Et d'ailleurs, c'est un peu le grand défaut, selon moi, des approches des humanités numériques et non seulement de l'histoire numérique qui cherchent à en faire la généalogie pour absolument trouver le fondateur à telle époque qui du coup en fait invisibilise énormément de travaux. Alors, quand je dis que je suis un peu provocateur avec Antoine Pro et Claire Lemercier, c'est que par exemple les humanités numériques ont quasiment tendance à systématiquement expliquer que le fondateur c'est Roberto Busa, un jésuite qui a entrepris de faire un index de toute l'œuvre complète de saint Thomas, de Thomas d'Aquin dans les années 50. Alors oui, c'est peut-être le fondateur des humanités numériques au plus mauvais sens du terme, selon moi, c'est une position personnelle, c'est-à-dire un projet qui n'est pas faisable sans énormément de petites mains, sans énormément de financement et sans grande société informatique capitaliste, puisqu'il a fallu travailler avec IBM, etc. Et d'ailleurs, ces généalogies oublient qu'on travaillait sur de l'analyse textuelle informatique avant Roberto Busa ou en parallèle à Roberto Busa dans d'autres disciplines et notamment en histoire. J'aurais plutôt tendance à dire qu'il vaudrait mieux éviter de chercher des grands noms et des pionniers et plutôt se dire qu'on a quand même une transformation, il me semble, de l'histoire qui pour certains et certaines est vue comme quelque chose de négatif, mais le fait qu'il n'y ait pas de communauté et que ce soit difficile de trouver des fers de lance de l'histoire aujourd'hui, moi je vois ça comme quelque chose de très positif en fait. Je trouve ça très bien qu'il n'y ait plus la voix de l'histoire dans les médias. Enfin, c'est en gros, dès qu'on discute avec des collègues, on a parfois des discussions sur il nous manque un Bourdieu. Il nous manque le grand nom qui va prendre la parole pour tout le monde, etc. Moi, je trouve que c'est très bien, en fait, parce que ce que ça veut aussi dire, c'est qu'on a une vraie diversité dans la discipline et que l'histoire est devenue beaucoup plus collective, peut-être qu'elle l'était avant. Et je pense que c'est mieux de penser comme ça que de penser grand nom. Alors moi, j'ai en tête quelques précurseurs sur l'histoire des paysages, l'histoire des territoires qu'on testé en fait, qu'on mis en place, testé, retesté, modifié une méthodologie, donc à partir des SIG, de bases de données, etc. C'est le projet Archéomédès, qui a été transformé ensuite et qui s'est poursuivi en projet Archéodine, qui a été également appliqué au territoire de la cité de Lodève. Et ça, c'est des équipes qui se trouvent... mais c'est vraiment des équipes avec... la plupart sont historiens, mais il y a aussi souvent un ou deux géographes qui collaborent. Et on a des équipes à Besançon et à Montpellier notamment. Mais je suis assez d'accord sur ce sens du collectif. C'est vraiment des équipes. Oui, je précise peut-être ma pensée, c'était pas tellement pour dégager des grands noms et un palmarès que plutôt réfléchir à la notion de grande œuvre qui donne envie de faire la même chose. C'est-à-dire que voilà, si je suis aujourd'hui en L3 ou en master et que je me dis qu'est-ce qui me donne envie de faire de l'histoire, est-ce qu'il y a un livre que je peux lire ou un livre ou une autre production, mais bon, pour l'instant le livre reste quand même la chose la plus valorisée, un livre où je me dis tiens, mais voilà, comme j'ai eu envie de faire l'histoire à la manière de, je sais pas moi, Noiriel, Zemon Davis, Michel Perrault,
mais là c'est les noms. Mais en fait, ce qui compte, c'est la démarche. Voilà, est-ce qu'il y a une démarche que je peux m'approprier et qui relève de ça? Mais effectivement, on peut aussi renvoyer aux travaux d'Antoine Pro qui sont ça avant l'heure. Est-ce que du coup, quelqu'un souhaite dire un mot de l'intelligence artificielle, des moteurs type ChatGPT, comment on appelle ça, conversationnel, voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui fait énormément discuter, dont les implications voilà, sont encore incertaines dans nos pratiques, même si beaucoup de collègues commencent à voir arriver des devoirs générés de cette façon, dans des devoirs faits à la maison, à tous les niveaux d'enseignement. Donc, je sais que beaucoup de collègues réfléchissent aux façons d'intégrer ça dans leurs propres enseignements. D'autres, comme moi, sont plutôt réticents à le faire. Voilà. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont un point de vue en cours d'élaboration sur la question et qui voudraient le partager? Moi, je pourrais juste commencer par faire un peu de provocation. En fait, on a l'impression d'avoir découvert les questions d'intelligence artificielle en décembre, mais je pense qu'à l'échelle des historiens et des historiennes, tout le monde, sans s'en rendre compte, utilise déjà des outils avec de l'intelligence artificielle dedans depuis à peu près 5 ou 6 ans. Ne serait-ce que l'appareil photo de votre smartphone, en fait, il a intégré un outil qui permet une correction et une balance des couleurs automatique. Et ça, vous pouvez l'appliquer aux suggestions du traitement de texte, la correction automatique. Bref, c'est un peu de la provocation. Mais en réalité, là, on a vu émerger la pointe de l'iceberg sur des choses qui sont déjà en place de manière discrète depuis pas mal d'années. Alors, ça n'aide pas grand-chose, enfin, ça n'aide pas beaucoup le débat, mais en tout cas, là, c'est aussi pour moi un petit symptôme, c'est-à-dire qu'on commence à s'intéresser à ces choses-là un peu tardivement. En réalité, parce que il y a déjà beaucoup de travaux sur le sujet. Si vous regardez un petit peu ce qui se passe du côté des archivistes, si vous écoutez les archivistes parler de la manière dont ils refont leurs interfaces de recherche, ou même Gallica, en fait, du côté de la BNF, les questions sur comment on intègre des doses d'intelligence artificielle dans les moteurs de recherche, elles sont déjà là aussi depuis plusieurs années. Alors c'est vrai, mais là évidemment il y a une dimension nouvelle qui est la génération de texte, et la génération de texte d'apparence rationnelle, d'apparence historique, d'apparence crédible, et du coup ça remet en jeu toute une série d'inquiétudes liées à l'indistinction numérique, c'est-à-dire que le grand partage du vrai et du faux, le vrai étant le matériel, le textuel non numérique, et le numérique étant du côté du faux, on avait l'impression d'avoir dépassé cette fausse opposition, et là ces générateurs de texte viennent rebattre les cartes et pour beaucoup de gens créer un peu un vertige devant l'illusion comme ça que des textes générés, enfin plutôt l'illusion que certains peuvent avoir que des textes générés vont donner des réponses à des questions d'histoire, vont permettre d'écrire des devoirs d'histoire, etc. Donc là, il y a quand même quelque chose. Évidemment, l'IA est présente dans plein de dispositifs de façon discrète, mais là, ces textes qui apparaissent et qui peuvent être générés, ou ces images, ça contribue quand même à une forme de vertige. Ce qui est surtout vertigineux, c'est que c'est pas tellement que l'IA produise des textes, c'est qu'elle produise des textes qui imitent nos procédures d'écriture de façon dégradée, puisque bien sûr en histoire, la première chose qu'on fait, c'est citer des sources. Mais le mode de réponse se fonde sur un ton neutre, encyclopédique, à des formulations qui sont celles qu'on trouve dans la plupart des articles scientifiques. Donc je pense que c'est là aussi d'où vient l'inquiétude principale, c'est que l'imitation est très bonne. Après, je crois que la différence fondamentale, et ce pourquoi moi ça m'inquiète relativement, c'est que dans la racine même de la démarche historique, il y a la citation. Et par définition, pour le moment, il y a une chose que ChatGPT ne peut pas faire, c'est citer ses sources. Donc à partir de là, dès lors que par exemple dans votre évaluation, parce que c'est quand même ça qui nous inquiète beaucoup en ce moment, dès lors que dans votre évaluation vous demandez des sources précises, l'outil devient complètement inopérant. Moi, j'ai bien aimé ta remarque sur le fait qu'on le découvre aujourd'hui, mais alors en plus avec... alors je ne sais plus pourquoi j'avais fait cette recherche, je crois que c'est une doctorante du Centre d'Histoire qui travaille en histoire de l'art sur le rôle des intelligences artificielles. Je crois que c'est comme ça que je m'étais retrouvé à voir ça, c'est-à-dire que du coup...
en regardant un peu sur le sujet, j'ai essayé de voir depuis quand on parlait d'intelligence artificielle en histoire. Et alors là, pour le coup, il suffit d'aller regarder. Alors, je ne sais plus si c'est dans Histoire et Mesure ou dans Le Médiéviste et l'ordinateur, mais il y a un article des années 80 sur intelligence artificielle en histoire. Donc, ça montre que c'est une question que certains se posaient depuis longtemps. Encore une fois, on a oublié qu'il y avait des quantitativistes qui pensaient à toutes ces questions il y a longtemps. Alors, je ne sais plus, je crois que c'est Jean-Philippe Jeunet. Je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est lui qui avait écrit un article dans Le Médiéviste et l'ordinateur. Et c'est en version en plus tapée à la machine à écrire. Enfin, c'est assez impressionnant. Alors bien sûr, on ne parle pas exactement de la même. Moi, je pense que tout dépend de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle. Si on parle de la situation actuelle, des questions pédagogiques, pour être honnête, moi, je ne suis pas du tout inquiet. Il y a une sorte de panique morale sur ChatGPT. Est-ce qu'il faut l'interdire, pas l'interdire En examen final, on interdit le copier-coller. Je ne vois pas pourquoi on n'interdirait pas ChatGPT pour le copier-coller. En revanche, l'utiliser en cours et en faire un instrument pédagogique, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire demander, par exemple, et je n'ai pas inventé du tout ça, il y a plein de collègues qui ont expliqué sur les réseaux sociaux, notamment, qui se sont lancés dans ce genre de pratique. C'est-à-dire de dire aux étudiants, interrogez ChatGPT sur tel sujet, prenez le résultat et faites-moi l'analyse critique, trouvez des sources, expliquez ce qui ne va pas, etc. Donc, on a les outils intellectuels pour gérer ça pour l'instant. La semaine dernière, donc au congrès sur les humanités numériques de l'ACFAS à Montréal, il y avait des chercheurs qui ont beaucoup parlé, ça a énormément parlé d'intelligence artificielle pendant une session. Alors je le cite parce qu'en plus les vidéos seront mises en ligne, donc les gens qui y sont intéressés pourront aller voir. Et j'ai été très frappé notamment par plusieurs interventions étaient vraiment passionnantes. Les trois étaient passionnantes, mais l'une des interventions a dit quelque chose qui, à mon avis, est très intéressante pour les historiens. Alors, j'espère que je prononce mal son nom, pas mal son nom. J'espère que je prononce bien son nom. C'est Olivier Dyens, D-Y-E-N-S pour ceux qui voudraient chercher, qui nous a fait une intervention vraiment passionnante sur qu'est-ce que c'est en fait ChatGPT, qu'est-ce qu'on a, avec une grosse réflexion sur pourquoi ça nous fait peur, etc. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que ce qu'on lit avec ChatGPT, c'est nous dans le passé. Parce qu'en fait, les corpus tout simplement d'interrogation sur lesquels le logiciel, l'algorithme a été entraîné, c'est des textes humains. Et donc, en fait, les erreurs, les biais, ou les biais peut-être mal choisis, mais disons les stéréotypes racistes, masculinistes, etc., qu'on trouve dans ce type d'outils, en fait, ce qu'il faut surtout se dire, c'est que c'est les nôtres en tant qu'humanité. Et donc, j'ai trouvé vraiment son intervention vraiment intéressante, parce que ce que ça nous dit aussi, c'est que c'est pas inintéressant comme source pour les historiens, ces outils. En fait, finalement, peut-être que ça mériterait de devenir une source à étudier, qui nous révèle beaucoup plus les biais de nos contemporains ou de ceux sur lesquels on a fait travailler l'intelligence artificielle. Après, il y a l'avenir et la question vrai-faux. Tous les spécialistes qui étaient réunis là, moi je ne le suis vraiment pas, donc là je parle vraiment comme un néophyte qui a été impressionné par toutes les interventions, mais en gros, ils disaient tous, il va bientôt pouvoir citer ses sources. Là, pour l'instant, il n'est pas capable de citer des sources parce qu'il ne peut pas chercher des sources. Il prédit, en fait, il fabrique des phrases, il regarde quel est le mot le plus probable qui peut arriver après tel autre mot, et ainsi de suite, et il fait des phrases. Il va bientôt pouvoir aller chercher des sources. Et là, la grande question de la distinction entre vrai et faux, elle va se poser. Elle se pose déjà dans certains outils, toutes les capacités qu'on a de faire des fausses vidéos, des faux sons, de faire semblant que tel homme politique a parlé, etc. Il y a des défauts suffisants à l'heure actuelle pour qu'à l'œil humain, on arrive à les distinguer. Un jour ou l'autre, on n'y arrivera plus. Donc, c'est une vraie question qui reste complètement ouverte. Moi, ce qui fait de moi quelqu'un d'un peu optimiste, c'est qu'encore une fois, les fondements de la méthode historique, je pense que c'est fondamentalement à ça qu'on sert dans la société, c'est d'apprendre à critiquer la documentation. Alors, la documentation au sens le plus large du terme, je ne parle pas que des textes. Et c'est la critique des sources, le fondement de notre métier, pour distinguer le vrai du faux. Je suis encore convaincu que les historiens sont là pour dire le vrai. Je suis convaincu par le fait que le vrai n'est pas immuable, permanent, etc. Mais il n'empêche qu'on doit essayer de distinguer les deux. Donc je pense qu'on sera outillé pour critiquer ça. Après, ce sera peut-être plus dur demain qu'aujourd'hui, mais on y arrivera. Et on sera aidé demain par des IA qui contre des IA. Parce qu'il y a un temps de décalage, mais il y a à l'heure actuelle, par exemple, des entreprises de logiciels anti-plagiat qui travaillent sur des IA pour détecter des IA. Donc forcément, il y a un temps de décalage, mais on pourra être aidé dans notre démarche par ce type d'outils.
Bon, en tout cas, l'idée que les historiennes et les historiens sont là pour dire le vrai et ont des outils pour le faire et vont continuer à avoir des outils pour le faire, même si ça se complexifie du point de vue technique, c'est une belle conclusion pour cette table ronde. Merci à tous les 5, merci donc aux 3 intervenantes, Élodie Guillon, Caroline Muller, Emilia Ruiz. Merci à Sébastien Poublan et à Nicolas Marquet pour cette organisation. Merci. Merci André. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.